rebonjour pour ceux qui étaient là la semaine dernière et Bruchim Abaim pour les autres. Nous sommes à la deuxième étape, j'allais dire, d'un cycle qui en comprend 4. On a vu la semaine dernière en quoi consistait le conflit millénaire entre sunnites et chiites au Moyen-Orient, et pas seulement au Moyen-Orient d'ailleurs. Et aujourd'hui, on se pose la question, puisque c'est sous l'égide d'un titre indicatif qui s'appelle 4 diagonales de géopolitique régionale, on se pose la question de savoir pourquoi le monde arabe ne peut-il pas accéder à la liberté. Je précise tout de suite que ce n'est pas une sentence que je rends, puisque nous allons faire un constat, nous allons analyser les choses avant de dire pourquoi. Mais c'est aussi, si Tariq Hamadan était à mes côtés, il serait déjà en train d'hurler. D'ailleurs, il est bon qu'il ne soit pas là, mais je ne donne pas un verdict, j'allais dire, ethnocentré, judéo-occidental, sur des réalités qu'on va essayer de manière, j'allais dire, objective, en tout cas instruite et instrumentalisée. On va essayer de répondre à cette question. Mais vous allez voir que les faits en fait qui sont complexes vous sont connus en partie. Là, j'annonce tout de suite que la prochaine séance, qui n'aura pas lieu ni la semaine prochaine ni celle d'après parce que je suis en déplacement, mais le 16 juin, se posera la question: qui sont les véritables ennemis d'Israël? C'est une question complexe parce que c'est oui, bien sûr. Au niveau de l'essence, quels sont les ennemis d'Israël? Pas les ennemis territoriaux, géographiques, qui d'ailleurs ne sont pas que ça. Et la dernière séance, qui est plus liée à la réelle politique, à la géopolitique de la région, ce sera la semaine d'après du 16 juin, le 23, de nous demander, de poser la question: va-t-on vers la fin de l'alliance privilégiée de Jérusalem avec Washington, et quels pourraient être les nouveaux alliés de l'État d'Israël? Bien, alors aujourd'hui, on a pas mal à faire en se posant cette question. Vous m'avez déjà entendu plusieurs fois, et ce n'est pas que moi, mais il y a un certain nombre de gens qui se prétendent à divers niveaux experts du Moyen-Orient, qui ont constaté qu'effectivement, ce n'est pas une formule, mais c'est une réalité, que les printemps arabes, entre guillemets, sont devenus des hivers islamiques. C'est un joli jeu de mots, mais il faut, si vous voulez, encore comprendre pourquoi. C'est un constat qu'on va essayer de faire, qui est le suivant, c'est que le processus ou la volonté de démocratisation qui a été impulsée notamment par l'administration de Bush au moment où elle a Bush père, mais surtout Bush fils, quand il y a eu la deuxième guerre d'Irak, c'était, si vous voulez, sous l'égide, sous l'illusion, j'allais dire, qu'on pourrait apporter, comme la bonne parole autrefois, des prêtres chrétiens. Et bien là, ce ne sont plus des prêtres, ce sont des politiciens occidentaux qui pensent et qui agissent en voulant démocratiser le Moyen-Orient. Et alors, ça a donné des résultats qu'on va analyser, mais tout simplement, j'en parlais la semaine dernière, le gouvernement d'Irak, aujourd'hui tout démocratiquement élu qu'il ait été, et c'est vrai qu'un des aspects positifs, c'est que quand même, pour la première fois, par exemple, les femmes ont voté en Irak après la seconde invasion américaine et l'introduction d'un certain nombre de règles a priori démocratiques. Donc tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc, mais le fait est qu'aujourd'hui, le résultat des courses, c'est que le gouvernement, on a déjà dit au niveau géopolitique, en tout cas le gouvernement à Babylone, j'allais dire à Bagdad, est un gouvernement pro-chiite, complètement, j'allais dire, religieux chiite, et même quand ils ne sont pas religieux, ils sont pro-iraniens. Et donc on a, si vous voulez, on avait constaté aussi que c'était la démocratie qui avait mené le Hamas à Gaza. Et tout comme elle avait amené un certain nombre de leaders qu'on connaît très bien en Europe dans les années 30. Et donc en fait, en soi, la question se pose de pourquoi la grève démocratique prend-elle si mal sur les différents pays, les différentes sociétés aussi qui nous entourent. Alors, il y a une propension qui existe aussi bien dans le monde arabe, ça je suis toujours dans l'introduction, dans le monde arabe que
eh bien aussi en Occident, surtout qu'on a une administration comme celle d'Obama qui cultive l'autoculpabilisation et qui est, pour des raisons d'idéologie pacifiste et tiers-mondiste, est en train de faire le mea culpa de l'impérialisme américain, puisque le dernier avatar de cette attitude, c'est que M. Obama va aller à Hiroshima pour s'excuser de ce qui s'est passé là-bas. Alors bon, si, il a demandé pardon. C'est peut-être la même chose. C'est très chrétien. Voilà. Oui, mais il n'est pas seulement chrétien. En tout cas, puisque c'est pas forcément lui qui nous intéresse, si vous voulez, le fait est que il faut se méfier quand on va aborder ce sujet, évidemment du regard auquel on est habitué au niveau médiatique et celui de ce qu'on appelle à tort la communauté internationale, qui est une vision de vocabulaire, parce qu'il n'y a pas de communauté internationale, il y a ce que les journalistes appellent la communauté internationale. Il y avait un très bon papier d'ailleurs de Joël Trigano sur ce sujet. Eh bien, il faut se méfier du deux poids et deux mesures. Et je vais vous expliquer rapidement pourquoi, c'est des éléments d'actualité que j'intègre quand même, c'est qu'en prenant que les Américains, alors que par exemple en Iran, il y a eu une élection au conseil, disons le conseil religieux suprême du clergé chiite, et évidemment celui qui a été élu c'est un ultra-conservateur, de la même manière d'ailleurs qu'aux dernières élections parlementaires qui sont faites les deux tours se sont faits à 6 semaines d'écart, on a parlé d'une poussée dans la presse des réformistes, etc. Il n'y a pas de réformistes en Iran, dans la classe politique. Tout ça c'est un vocabulaire, si vous voulez, ce que j'appelle moi deux poids et deux mesures, parce que si il y aurait tout un sujet pour analyser le regard américain sur les événements en Iran et sur ce qui se passe à l'intérieur justement des structures de l'Iran, qui n'est tout sauf une démocratie, même s'il y a des élections, eh bien, par ailleurs, je suis obligé de télescoper ce constat avec ce qu'on a entendu ce matin. J'ai eu du temps, parce que bon, j'avais un emploi du temps décalé aujourd'hui, j'ai mis du temps à écouter dans sa langue le porte-parole du département d'État américain, ou l'un des porte-paroles, réagir à la formation de la nouvelle coalition israélienne en disant mot pour mot que c'est le gouvernement israélien le plus extrémiste à droite de l'histoire d'Israël et que Washington jugerait sur pièce et sur les actes ce gouvernement vis-à-vis duquel, c'était implicite, il a un a priori énorme. Alors d'un côté on cherche la petite bête à Israël qui est la seule démocratie du Moyen-Orient, mais d'un autre côté, en ce qui concerne l'autre puissance, celle dont on a dit la semaine dernière, c'était celle qui nous inquiétait le plus, l'Iran, la presse et les hommes politiques occidentaux n'ont pas le même état d'esprit critique vis-à-vis évidemment de l'Iran. Ça, c'est pas un... L'autre attitude, si vous voulez, qui va dans la droite ligne, c'est que par exemple, on a fêté, entre guillemets, quelques jours, c'était le 16 mai, le centenaire des accords Sykes-Picot, dont j'ai parlé un peu la semaine dernière, et je fais une étude qui va paraître dans le prochain Israel Magazine, assez longue, qui s'intitule, et justement qui est une réponse à cette attitude à la fois occidentale d'autoculpabilisation et d'accusation musulmane, arabo-musulmane, puisque ce sont deux dérives psychologiques qui s'emboîtent comme les noyaux d'une roue, si vous voulez, l'une dans l'autre. J'ai intitulé cette étude de la manière suivante: la faillite des accords Sykes-Picot est celle de tous les régimes despotiques arabes. Parce que le vrai problème, c'est pas que effectivement du côté des puissances coloniales et donc des puissances comme la Grande-Bretagne et la France, puisque c'est elles dont on parle, elles avaient leurs propres impératifs qui étaient vraiment colonisateurs, impérialistes, bien que la Grande-Bretagne, on va voir tout à l'heure, ait voulu apporter aussi la démocratie en Égypte, et que ça n'a pas marché, comme les Américains ont voulu l'apporter maintenant en Irak. En tout cas, évidemment qu'il y a une attitude honteuse, je dirais, une attitude, j'allais dire, discutable de la part des puissances occidentales. Mais ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de voir que ce ne sont pas des facteurs seulement extérieurs, bon, qui ont peut-être aggravé les choses, mais il y a à l'intérieur du monde arabo-musulman des données structurelles qu'on va examiner qui, si vous voulez, dépassent de loin
les aggravations ou les erreurs ou tout du moins les empiètements qui ont pu être faits, colonisateurs et autres, sur le monde arabe. Et donc, si vous voulez, c'est toujours plus facile d'accuser les autres que de s'auto-analyser. Alors, on va faire ça en 3 points, la réflexion de ce soir. L'impasse politique et sociétaire dans le monde arabe. Donc, c'est un constat, on va essayer de constater à partir de faits et d'analyses. Et le second point, on va essayer de voir, déjà on va soulever le lièvre, en quoi l'islam et, si vous voulez, la conception religieuse de l'islam et son contenu, et aussi, si vous voulez, les mentalités qui ont été petit à petit développées par l'islam, sont un obstacle, j'allais dire, central à la possibilité d'instaurer la liberté et la démocratie dans le monde arabe. Et troisième point, peut-être vous surprendre, je ne sais pas s'il y a des érudits de l'islam ici, mais il y a un troisième point qui est peut-être, pour certains d'entre vous, c'est peut-être une découverte, c'est qu'il y a un obstacle encore plus profond que l'obstacle religieux, c'est l'obstacle linguistique. Et j'expliquerai ça tout à l'heure. Alors, premièrement, le constat de l'impasse politique sociétaire dans le monde arabe. J'ai aussi fait un article il y a à peu près 6 mois dans ce même Israël Magazine où j'indique en titre, puisque le sujet c'était de savoir quelle était la situation en Europe et comment l'Europe subissait la coup du tsunami, j'allais dire, de migrants qui viennent à la fois du Moyen-Orient, de la Corne de l'Afrique, du Maghreb et du Mashrek, et de l'Afrique aussi, l'Afrique centrale. J'ai expliqué que ce tsunami de l'immigration en Europe vient illustrer, pas simplement, parce que ça c'est le premier réflexe qu'on a, nous, qui venons d'Europe, la faiblesse, l'inconséquence, l'inconscience, ou alors le côté intéressé de certains dirigeants européens, mais surtout, ça illustre quoi? C'est la faillite sociétaire du monde arabe, arabo-musulman. Parce que les gens qui viennent, j'ai déjà expliqué ça, je ne sais pas si c'est ici ou ailleurs, les gens qui ont 4 000 € par personne pour partir, ce sont des gens membres des couches moyennes, des gens cultivés, enfin, pas des élites intellectuelles, mais c'est des gens qui ont déjà un bagage, qui ne sont pas des analphabètes, des paysans ou des ouvriers. Et donc c'est des gens qui ont compris que l'horizon, dans leur pays d'origine, était complètement bouché, et ce, pour pas des années, pour des générations sans doute. Et ils ont pris le parti de venir. Et donc on peut les comprendre, je peux donner raison, mais ce tsunami est déjà le signe que les sociétés arabes, dans les régions géographiques dont j'ai parlé, finalement, ont échoué. Alors, comment ça se distribue, ça? Alors, si vous voulez, on peut le faire à 4 niveaux. On peut aller vite, hein, parce que... Eh bien, tout d'abord, le premier niveau, c'est qu'il y a une crise de légitimité du leadership des pays arabo-musulmans. On a compté dans l'étude sur le Sikes-Picot qu'il y avait 23 conflits régionaux, 23 internes musulmans, qui se sont développés depuis 7 décennies dans cette région. Donc, depuis 7 décennies, depuis 70 ans, parce que je prends plus la Première Guerre mondiale, mais je prends la Seconde Guerre mondiale comme date butoir. Donc 23 conflits régionaux en 7 décennies. Et la faute, c'est pas seulement... Parce que si on devait faire des choses de manière un peu scientifique, c'est vrai que les accords Sikes-Picot, ils ont aggravé un certain nombre de tensions, ils ont fait, comme on le disait la semaine dernière, ils ont créé des états factices qui ne correspondent pas aux ethnies religieuses et même aux ethnies culturelles qu'il y avait sur la carte. Et que par exemple, il y a un film que vous avez peut-être vu de propagande de l'État islamique, où on voit justement un joli barbu avec sa Kalachnikov piétiner un panneau de frontière qui était l'ancienne frontière entre l'Irak et la Syrie, et il dit les accords Sikes-Picot sont sous nos pieds. C'est-à-dire, donc en fait, eux, ils sont très, l'emblème entre autres de l'État islamique, c'est de dire que maintenant, grâce au grand califat, grâce à l'islam, on réunifie des terres et des territoires et des gens et des groupes humains qui avaient été arbitrairement séparés. C'est pas entièrement faux. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est que cet accord Sikes-Picot, il réunit contre lui à la fois donc l'État islamique, la plupart des pays sunnites
de la région, l'Iran et aussi Israël d'une certaine manière, pour d'autres raisons. Alors donc c'est pas tellement ce constat-là de 23 conflits régionaux, ce n'est pas le seul facteur extérieur. Et quel est alors, deuxième point, d'où vient cette crise de légitimité du leadership dans les pays arabo-musulmans? Eh bien c'est que tout le monde le sait, on ne peut pas faire en une séance se livrer à une étude point par point, mais c'est que la plupart des pays qui entourent Israël, Syrie, Liban, Jordanie, et puis tous les autres pays de l'autre ceinture, dans la péninsule arabique c'est encore plus flagrant, mais même l'Égypte, dont on disait avec la phrase de Golda Meir, vous vous souvenez la semaine dernière qu'elle avait dit qu'il n'y a que deux États au sens moderne du terme au Moyen-Orient, Israël et l'Égypte, et les autres pays ce sont des tribus qui hissent leur drapeau. Donc une phrase très appropriée. Eh bien, dans quelques pays qu'il s'agisse, on a en fait quoi? On a une équation qui s'appelle despotisme, corruption, mépris des masses. Même quand les dirigeants accèdent par des voies qui ont l'air démocratiques, puisqu'il y a eu des élections en Égypte, il y en avait en Syrie, sous Hafez el-Assad, et il y en a sous el-Assad, enfin il n'y en a plus à cause de la guerre civile, mais la dernière élection, le président Bachar Assad s'est fait élire avec 92% des voix. D'ailleurs, ce sont des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Et donc, ce triptyque despotisme, corruption, mépris et embrigadement des masses, ça vaut, si vous voulez, malheureusement, dans 95% des cas, dans tout le Moyen-Orient. Et je voudrais d'ailleurs mentionner, vous parlez... Qu'est-ce qui est la preuve de l'embrigadement des masses? Eh bien parce que, par exemple, il y a dans tous ces pays-là des polices politiques, des polices secrètes, qui interdisent toute manifestation d'opposition, même culturelle. C'est-à-dire qu'il y a des régimes de terreur. En Syrie, par exemple, et même en Égypte, à l'époque où il y a eu le traité de paix avec Israël, il y a un certain nombre de membres de l'opposition égyptienne qui, si vous voulez, qui avaient profité d'une espèce de l'ouverture que constitue à leurs yeux la signature du traité de Camp David en 1979 pour essayer de faire valoir un certain nombre de revendications. Mais ils ont été laminés. On va voir que l'une des caractéristiques dans le monde arabe, justement, de la vie politique, il n'y a pas d'opposition démocratique. Il y a des gens qui peut-être pensent comme ça, mais ils sont complètement atomisés, ils n'ont aucun moyen. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, j'avais expliqué à plusieurs reprises que l'idée de qualifier ce qui s'était passé en 2011 en Égypte comme ailleurs de printemps arabe est une totale erreur. Parce qu'on a plaqué sur des sociétés et sur des réalités religieuses, sociétaires et culturelles, on a plaqué une vision romantique européenne qui faisait l'équivalence entre le printemps de Prague et le printemps du Caire. Mais il n'y a aucun rapport. Et d'ailleurs, on a vu comment les événements Et d'ailleurs, je dois dire aussi que même les Israéliens, quand au début on a vu monter en masse, enfin les masses égyptiennes braver la mitraille du régime Moubarak, eh ben, on a beau savoir que l'Égypte est un potentiel, disons, d'ennemi d'Israël, en tout cas c'était émouvant. Même, on n'en parle pas des journalistes qui sont complètement dans la vision éphémère et superficielle des choses. Mais c'était émouvant, on a transmis dans les médias le message que c'était émouvant de voir un peuple qui devenait peut-être acteur enfin de sa propre histoire. Or, évidemment, on va voir par différents textes... C'était des révolutions. Oui, mais que c'était une révolution, le printemps de la révolution démocratique à Prague ou la révolution démocratique au Caire. Et que d'ailleurs il y a eu un espoir. Pourquoi il y a eu un espoir en Israël? Plus qu'à cause des journalistes, toujours, bon, je suis parti de cette profession, mais je m'y sens en porte-à-faux, mais peu importe. Le fait est qu'il y a eu un espoir ici pour une autre raison. Parce que si tant est que oui, il y aurait eu une percée en Égypte par exemple, ça aurait été une chose essentielle ici, parce que le barrage de fond, et d'ailleurs pourquoi ce sujet est essentiel, le barrage de fond de pacification du Moyen-Orient tient au déséquilibre entre Israël, qui est la seule démocratie du Moyen-Orient, la seule démocratie authentique. Nous avons une moyenne de deux gouvernements, enfin ça fait 68 ans que nous existons, et la moyenne de durée de vie d'un cabinet en Israël, ou d'une législature, d'un gouvernement, c'est 2 ans et 2 mois. Nous sommes au 33e, et si 33e gouvernement israélien en 68 ans. Et donc, oui, à tort ou à raison, nous sommes la seule démocratie du Moyen-Orient,
Et si vous voulez, il y a eu un espoir, parce que si justement quelque chose pouvait changer, ne serait-ce que dans un seul pays arabe qui aurait pu donner une ouverture et un exemple aux autres, ça aurait changé petit à petit la donne. Or, ça ne s'est pas passé. Regardez ce qui s'est passé en Égypte. Les frères musulmans ont pris le pouvoir par les élections, et qu'est-ce qui les a remplacés? À part un soulèvement populaire, certaines couches populaires qui étaient aussi organisées par l'armée, c'était un renversement. C'est l'armée qui a, avec le général Sissi, s'appuyant sur évidemment un grand mécontentement vis-à-vis du Hamas ou des frères musulmans, c'est la même chose, a donc démis le Morsi, qui avait été élu démocratiquement. D'ailleurs, les Américains, qui sont dans une certaine logique, quelquefois, pas tout le temps, ont été stupéfaits parce qu'on avait expliqué la semaine dernière qu'ils avaient misé sur les frères musulmans. Et là, tout d'un coup, il y avait de l'intérieur de l'Égypte des forces qui renversaient les frères musulmans. Tout leur schéma tombait à terre. Et ils ont mis du temps, puisqu'ils ont coupé les armes au régime Sissi. Et ils ont poussé d'ailleurs le nouveau président Sissi à aller vers Moscou se fournir en armes et à recommencer, si vous voulez, parce que les Américains idéologiquement étaient pris de court, et puis surtout ça n'allait pas avec leur schéma, parce que comment on ose bafouer un résultat démocratique. Enfin, ceux qui sont arrivés au pouvoir grâce aux élections, c'était des gens, comme je disais la semaine dernière, c'est d'ailleurs aussi un mot de Shmuel Trigano, il a résumé la situation en disant que les partis islamistes adorent les élections démocratiques, mais une seule fois. Et bien le fait est, c'est qu'il a fallu, pour les renvoyer du pouvoir, un coup de force. Et qu'est-ce qui a remplacé, après toutes ces 5 années de convulsions en Égypte, où on a espéré que le peuple allait devenir acteur, qu'est-ce qui a remplacé j'allais dire l'État islamique, les islamistes des frères musulmans? Eh bien, c'était un régime despotico-militaire, puisque monsieur Sissi s'est aussi fait élire, peut-être pas avec 92%, il fait élire avec 85% des voix. Et il y a eu comme ça un vent de révolte. Et en Tunisie? Hein? Et en Tunisie? Et en Tunisie, c'est un peu différent. La Tunisie, parce que la Tunisie, il y a aussi le parti Ennahda qui a ravi la fameuse révolution comment on appelle ça, la révolution du jasmin. En Portugal, il y a quelques 40 ans, c'était la révolution des œillets, là-bas c'était le jasmin. Et donc il y a eu ils ont capitalisé ce mouvement. Après, parce que la société tunisienne est plus proche de l'Europe, et d'ailleurs c'est une petite exception la Tunisie, qu'il y a aussi un mouvement de couche moyenne, un mouvement étudiant et un mouvement féministe pas négligeable. Il y a, oui, dans ce pays, c'est le seul pays, c'est intéressant qu'on le pose, c'est le seul pays de toute cette carte où j'englobe le Moyen-Orient proche, disons, le Maghreb et le Machrek, c'est le seul pays qui est moins ankylosé. Alors aujourd'hui, il y a un compromis, il y a eu des élections où les islamistes ont eu une défaite après 2-3 ans au pouvoir, mais on n'est évidemment pas sorti de l'auberge parce qu'ils ne sont pas prêts à lâcher le morceau. Ceci dit, la société tunisienne est une société plus ouverte, plus proche j'allais dire, des catégories démocratiques. Plus proches, mais ça ne veut pas dire équivalentes. On est à des kilomètres, mais peut-être on reviendra là-dessus. Alors, deuxième point dont j'avais parlé, c'est cette équation despotisme, corruption, mépris des masses. Je voudrais vous dire aussi une chose, parler de 2 poids 2 mesures. Il s'avère que sur un tout autre sujet, j'ai fait un travail de prédoctorat à Paris 8 sur un tout autre sujet qui s'intitule les dilemmes éthiques de l'armée israélienne dans les conflits asymétriques à Gaza. Les conflits asymétriques à basse intensité à Gaza, donc qui est une zone surpeuplée, etc., peu importe. Et dans l'introduction, avant que je présente, bon ça je vais essayer d'en faire une thèse maintenant, puisque je vais me propulser vers un travail de fond. Bon, j'avais déjà fait un mémoire de 150 pages, dans lequel, dans l'introduction, avant même d'être admis à faire ce doctorat, ça n'a pas été du tout évident, surtout à Paris 8, Paris 8 c'est Saint-Denis, Oui. d'accord, où il n'est pas toujours bon de mettre les pieds, je ne parle pas de kippa, mais sans kéfier et sans... c'est pas évident, hein, d'ailleurs une femme qui suit des cours d'hébreu, l'Institut d'études hébraïques, là-bas des cours d'hébreu, un jour j'avais rendez-vous avec celui qui dirige l'Institut d'études hébraïques où je fais cette recherche qui s'appelle Gidon Kutz, qui est le journaliste d'ailleurs de Kol Israël à Paris, qui est aussi universitaire, qui est le directeur de cet institut. On avait rendez-vous plusieurs avec lui, et il y avait une femme, il y avait plusieurs personnes comme on dit dans les statistiques françaises, de la diversité.
Vous savez, les Français, ils ont une élégance pour enrober, n'est-ce pas, comme on appelle ceux qui... Comment on appelle ce qu'on appelait autrefois les Romanichels, c'est les gens du voyage. Les gens du voyage. D'ailleurs, moi, quand j'ai vu une fois qu'il y avait des émeutes à cause des gens du voyage, j'ai cru que c'était les agents de voyage qui protestaient lourdement comme la CGT, etc. Non, et j'ai compris, parce qu'il faut aussi, on a quitté la France à 30 ans, on y va 4 fois par an, mais on n'est pas branché à 100%, donc les gens du voyage. Alors je reviens à ce que je disais, parce que c'est la même chose. La diversité, il y avait comme ça des gens qui avaient rendez-vous avec ceux qui donnent coup. Et on était, enfin bon, moi je suis aussi fait partie de la diversité, parce que je suis né en Algérie, j'ai séjourné en France, en Europe, puis maintenant je suis au Moyen-Orient. Mais en tout cas, il y avait une Française, et elle me prend en aparté, peut-être par complicité, alors qu'on suivait Guy Doncourt pour aller tous 5 ou 6 dans son bureau. Elle me dit, c'est hallucinant. En 10 arrêts de métro, on a passé 3 continents. Et alors, pourquoi je vous raconte ça? C'est pas pour faire de la critique facile de réalités qui sont un peu lourdes. C'est parce que lorsque j'ai présenté mon introduction, enfin projet de thèse, 15 pages, et que j'ai repris le mémoire, il y avait une formule que je donnais en disant que le sujet de l'analyse du comportement de Tsahal était très très passionnel et difficile parce que Israël, virgule, seule démocratie du Moyen-Orient, etc., etc. Et le jury, c'était pas un jury, mais les professeurs qui devaient agréer mon projet m'ont demandé de réécrire ces 15 pages en enlevant cette formule. Alors j'ai demandé à Guy Doncourt, je lui ai dit, mais Guy Doncourt, c'est israélien il m'a dit, mais depuis combien de temps tu as quitté la France? Je lui ai dit, ça fait 30 ans, mais je connais ce qui... Mais non, tu connais pas ce qui se passe dans l'université. Il y a des évidences et des réalités qui tombent sous le sens, parce que dire Israël, virgule, seule démocratie du Moyen-Orient, c'est pas ultra-sioniste, c'est le réel. Eh bien, des éléments du réel qu'on ne peut pas et qu'on ne peut pas dire. Vous comprenez, la négation de l'histoire d'Israël, la négation d'Israël, et tout ce système de négationnisme, c'est pas seulement politico-religieux, c'est même linguistique. On ne peut pas écrire dans un projet universitaire en France en 2016, 2015, Israël, virgule, seule démocratie du Moyen-Orient. Et donc, enfin, je fais cette parenthèse parce que, si vous voulez, il n'y a pas pire que ceux qui ne veulent pas voir ni entendre. Et donc, en ce qui concerne le monde arabe, on est dans cette cécité. Troisième point donc, du constat de l'impasse politique, c'est l'incapacité de ce leadership, et ça je vais vous montrer comment, que ce soit, surtout dans les 2 grands pays que furent la Syrie et l'Irak, à unifier, écoutez bien ce que je dis, à unifier une société qui est clanique, tribale, qui n'a pas d'histoire, je dirais, d'histoire commune, en lui donnant justement un ciment commun et en faisant une nation avec des idéaux et avec un dénominateur commun. C'est-à-dire que l'échec, et ce qui explique, si vous voulez, l'échec de ce leadership, c'est qu'il n'a pas pu, et surtout le parti Baas par exemple, le parti Baas, qui est le mouvement nationaliste qui a pris le pouvoir en Irak et en Syrie, n'a pas eu la capacité de transformer ces pays en véritables nations. Et donc, elles ont tenu, c'est ce qu'on a expliqué l'autre fois, par le despotisme et par l'apport aussi des impérialismes. Et puis après, il y a eu la confrontation Est-Ouest après 1945. Là aussi, il y avait des pays qui étaient sous protection soviétique, comme l'Égypte à un moment, ou sous protection américaine. Et donc, en fait, et qui eux-mêmes s'appuyaient sur des despotes locaux. Et si vous voulez, en fait, à aucun moment, cette histoire moderne, depuis un siècle, des pays qui entourent Israël, leur a donné la possibilité de construire une société qui avait, je le disais, des objectifs et un dénominateur commun. Parce qu'on peut prendre Israël en contre-pied, dont la population vient d'à peu près 90 ethnies, ou du moins origines géographiques différentes. Eh bien, en l'espace de 7 décennies, et même avant, malgré toutes ces différences entre Ashkenaz, Séfarade, entre les rites, entre les ethnies, on pourrait dire, eh bien, il y a, oui, un dénominateur commun qui est très fort et qui permet à cet État de se tenir. Or, ce n'est pas le cas autour de nous. Alors, je voudrais vous lire à ce titre, après je ferai la lecture, le 4e élément qui va avec, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la faiblesse drastique, sauf peut-être dans le cas de la Tunisie, mais il faudra qu'elle fasse ses preuves, le constat qu'il n'y a pas d'opposition démocratique, très peu d'opposition démocratique.
Et il y a d'ailleurs, pas seulement les polices et les polices secrètes, il y a des morabitoun, c'est le mot arabe qui désigne en fait ce qu'on appelait en France le sac ou les barbouzes, voilà, c'est les barbouzes. Les barbouzes, il y a des milices qui défendent le régime, mais qui sont, si vous voulez, des milices aussi tribales, etc., qui sont sans aucune pitié. Bon, l'Iran, c'est un cas différent, parce que c'est pas le même genre de régime, mais il y a des gens qui disparaissent, des centaines de gens qui disparaissent. On ne peut pas manifester, ou alors on manifeste quand les médias sont convoqués, que le régime a accepté que cette manif de 30 types devant je ne sais quel institut culturel, c'est la preuve devant les caméras du monde entier que oui, c'est un pays où on peut manifester. Mais sinon, c'est la répression la plus féroce. Et en Égypte y compris. Résultat, on a une société civile encore plus parcellisée, éclatée, tribale et clanique, ça elle l'était depuis tout le temps, et totalement coupée, c'est ça qui est important, un pays réel si vous voulez. Bon, j'aime pas trop utiliser cette pays réel, pays légal, parce que c'est Maurras qui a, ceux qui connaissent la science politique, c'est Maurras, royaliste, qui a fait cette distinction, mais ça c'est fait partie du langage politique français. Oui, il y a une distinction, une coupure terrible dans ces pays arabes, entre la société réelle, le pays réel, les gens et les élites politiques qui sont isolées, qui ignorent et méprisent totalement les besoins et les exigences du peuple. Et si vous voulez, je voudrais à ce titre maintenant conclure ce premier point en vous lisant deux extraits d'un livre que j'ai amené ici d'ailleurs, mais qui est en fait, dans un premier temps, ce livre d'ailleurs, c'est le sujet de notre conférence, pourquoi le monde arabe n'est pas libre. Pour ceux qui veulent, je donnerai des références pour les photographies, etc. Et qui est écrit par Mustapha Safwan, chez De Noël, un livre qui est publié en 2006, donc il n'y a pas si longtemps, 2008, pardon, et qui analyse, si vous voulez, les causes à la fois donc, culturelles, sociétaires et surtout linguistiques. On en parlera tout à l'heure. Le sous-titre de ce livre, c'est Politique de l'écriture et terrorisme religieux. Et il dit ceci à propos du triptyque dont j'ai parlé tout à l'heure, répression, censure, corruption. Il dit ceci. Je le cite. En fait, le début de résistance à la mise en place, il parle de l'époque britannique. Parce que les Britanniques aussi, quand ils sont venus et qu'ils se sont emparés de l'Égypte, ou du moins ils ont manigancé un contrôle sur l'Égypte, ils avaient exactement comme Bush, mais avec un langage qui est décalé d'un siècle, mais l'idée qu'on pouvait, dans ce grand État qui s'appelait l'État égyptien, qui avait une tradition institutionnelle, pour faire la phrase de Golda Meir, on pouvait peut-être impulser une véritable démocratie, par exemple en instituant la séparation des pouvoirs. Or, ça a été impossible. Alors, il dit ceci. En fait, le début de résistance, sous-entendu, de la Grande-Bretagne, avec ses agents, avec sa politique, à la mise en place d'un souverain absolu en Égypte, montrait que l'ensemble des concepts politiques introduits par les Britanniques n'avaient eu aucun impact, si ce n'est sur les étudiants, diplômés des universités et des grandes écoles, qui vivaient dans les grandes villes plus ou moins cosmopolites. C'est-à-dire le seul impact que ça a eu, c'est pour cette élite-là, d'ailleurs celle qui, un siècle après, a lancé la révolution, entre guillemets, anti-Moubarak, puisqu'elle est partie des universités, de Twitter, de Internet et de Facebook. Mais c'est un commerce de gens, explique donc Safwan, mais le reste de la population, c'est-à-dire les paysans, étaient demeurés tout aussi à l'écart de ces modes de pensée qu'ils vivaient hors le temps, attendant simplement le salut qui devait venir d'un homme prêchant l'unité contre la multiplicité. Et il continue, il dit ceci, le régime de pouvoir absolu repose sur trois pratiques qui font son essence même, la corruption, la répression et la censure. La corruption signifie que celui qui jouit du pouvoir absolu, quoi qu'il en soit de sa probité ou de son manque de probité personnelle, possède du même coup la libre disposition des richesses du pays. Ce qui nous fait comprendre la férocité sans borne avec laquelle l'appareil de l'État despotique réprime toute tentative qui lui dispute son butin. Fin de citation. Or, excusez-moi, je n'ai pas besoin d'ouvrir des dépêches ou de faire de grands propos pour vous dire que cette formule, elle vaut pour l'Égypte actuelle, mais aussi la Syrie, la Jordanie, l'Irak, mais évidemment l'Arabie Saoudite, les pays pétroliers, les Émirats. C'est pas besoin de... Alors, il continue en se posant la question. Quelle conclusion tirer de tout cela? Eh bien, en premier lieu, que les dictateurs modernes gouvernent toujours au nom de quelques vérités supérieures
dont ils se proclament les représentants et dont ils tirent leur légitimité. Après, il s'interroge, demandons-nous comment la démocratie peut être exportée d'Occident vers un pays qui a une économie différente et une autre structure de classe, déjà. Et donc ça, c'était, si vous voulez, un petit peu... alors, après, on va voir la clause socioculturelle, le problème du langage. Mais je voulais vous citer ça, et je voulais vous citer, à part ça, si vous voulez, le fait que l'une des conséquences, je pense que c'est utile de le faire parce que ce n'est parce que bon, je préfère seulement en conclusion, c'est que conséquence, le problème justement de la place d'Israël au Moyen-Orient est extrêmement lié à ce sujet-là, parce que les Juifs, Israël et les Juifs, pour les despotes, et la question palestinienne, qui a été au départ inventée par les soviétiques, mais qui a été tout de suite utilisée comme un sujet dérivatif, eh bien les Juifs, Israël et les Juifs servent encore une fois de bouc émissaire facile pour les despotes arabes. Et voilà ce que dit un autre chercheur que vous connaissez bien, qui est d'ailleurs le directeur actuel du ministère des Affaires étrangères, Dori Gold, qui a été pendant longtemps le président du GCPA, Jerusalem Center for Public Affairs, on appelle en français le CAP, Centre des Affaires publiques et de l'État. Et il disait ceci, à propos justement des Mouabarat, Morabitoun, les sinistres polices secrètes qu'il y a dans les pays arabes. Il disait ceci, dans les cas des différents régimes militaires établis aussi bien en Égypte qu'en Syrie et en Irak, ces pouvoirs despotiques ont réussi à mobiliser sur une bonne partie de leur opinion publique sur des objectifs dérivés, leur ayant apporté un certain soutien populaire, comme la nécessité de l'union arabe, l'union de la Oumma, de la nation arabe, et aussi et surtout la lutte contre Israël. Une stratégie qui s'est avérée vitale en Syrie et en Irak, deux pays despotiques aux populations peu homogènes et depuis longtemps gouvernés par des régimes minoritaires détestés, considérés comme illégitimes par une majorité de leur propre opinion publique. Ainsi, jusqu'au renversement de Saddam Hussein, l'Irak et la Syrie furent les pays les plus extrémistes de la région. Bon, après, il explique qu'il se sert évidemment du conflit séculaire, du conflit à la fois territorial, mais aussi civilisationnel entre Israël, et certains disent religieux, moi je ne pense pas vraiment, entre Israël et le monde arabe, comme dérivatif, pour détourner les masses des problèmes intérieurs. Et Dorgol continue en disant, rappelez-vous ce que le président, oui ça je me rappelle parce que c'était assez spectaculaire, ce que le président syrien Bachar Assad, actuel, avait déclaré en janvier 2011, quelques jours avant le début de la rébellion armée contre sa propre tyrannie, puisque ça a commencé en Tunisie, la Libye, ça a surtout pété, si j'ose dire, en grand en Égypte, mais lui, pendant 2 mois, ça c'était fin 2010 et février 2010. Mais en Syrie, ça a commencé à la mi-mars. Et bien dans les 15 jours, ça faisait 2 mois qu'il tenait le coup, il a donné une interview hallucinante, il disait, il a expliqué, je cite donc Gord, parce que son régime a fermement refusé pendant des décennies de nouer des liens diplomatiques étroits avec Israël, comme l'a fait Boumarak. Ce qui aurait permis à ce régime basse de tenir 15 jours de plus, c'est que lui, il se gossait de ne pas avoir négocié avec Israël. En d'autres termes, dit Gold, Assad a ici explicitement reconnu que le maintien de l'hostilité contre Israël est bel et bien un alibi ou un filet de sécurité politique pour les régimes arabes permettant à leurs despotes de rester au pouvoir. Et il conclut en disant, bon, une chose qu'on sait, ce que Manitou avait entendu pour la première fois chez son maître Jacob Gordin, à l'école d'Orsay, il y a bien longtemps avant, à savoir que l'antisémitisme, l'anti-judaïsme plutôt, et l'antisionisme du monde chrétien, de l'héritage chrétien, allait passer dans le monde arabe avec le regroupement des exiliations et le retour d'Israël. Et Manitou n'avait pas compris cet enseignement. Et il a fallu que... Et surtout que quand il a libéré, il nous raconte que quand il a participé au débarquement français d'armée d'Afrique en Provence en août 1944, et qu'il a libéré avec l'armée française le camp du Stutov, lui qui avait connu, comment dirait l'autre, Israël Tachat Ishmael, c'est-à-dire la soumission d'Israël en pays d'islam, qui n'était pas marrante, il y avait eu le pogrom de Constantine, il y avait de temps en temps des... Mais entre ça, est-ce qu'il a vu au camp du Stutov, qui était un mini Auschwitz, il a dit, mais ça n'a rien à voir. Israël Tachat Esav, c'est la Shoah. Et donc quand il a entendu Gordin dire, quelques mois après la libération de l'école d'Orsay, enseigner les enseignants, les futurs cadres de la communauté juive de France, qu'il y aurait un temps maintenant avec le retour d'Israël où Ishmael
non seulement va reprendre tous les poncifs de l'anti-judaïsme chrétien, mais il va les aggraver. Or, ce qui est intéressant aussi, pourquoi la situation est bloquée en Europe, c'est parce que, alors, vous voyez, c'est un mouvement d'exportation. Comment dire, le monde chrétien a exporté son antisémitisme et son antisionisme avec le protocole des sages de Sion et Mein Kampf d'Hitler, qui sont les deux best-sellers à Ramallah, au Caire et ailleurs. C'est-à-dire, il faut savoir qu'est-ce que les gens lisent quand ils lisent. Et donc, mais en même temps, qu'est-ce qui se passe? Comme la main-d'œuvre vient, non pas forcément d'Égypte, mais cette immigration, ce tsunami de migrants depuis des années, des décennies, en fait, il a réimporté versus arabo-musulman le même antisémitisme en plus virulent. Et ça donne le pogrom de la rue de la Roquette au moment de la guerre de Gaza et le pogrom de Sarcelles. On voit dans quelle, je dirais, cocotte minute se trouvent les sociétés européennes. Et alors, Dorgol rappelle aussi un exemple. Le dictateur Mohamed Kadhafi n'avait-il pas appelé au début des années 2000, vous vous souvenez d'ailleurs, les Palestiniens en exil à envahir les côtes israéliennes en initiant une crise mondiale et en faisant des bateaux de l'Exodus. Or, cette diversion délirante à Kadhafi lui avait alors servi de dérivatif face aux appels constants lancés dans son propre pays pour de véritables réformes politiques. Donc, on pourrait multiplier les exemples. Fin de citation. Alors maintenant, deuxième aspect, c'est, si vous voulez, c'est le barrage religieux. En quoi, là on est dans le cœur un peu, c'est le noyau dur du sujet, en quoi l'islam, en tant que religion de la soumission, parce que islam en arabe ça veut dire soumis, vous savez. Et c'est d'ailleurs pourquoi Houellebecq, son livre ça s'appelle Soumission. Soumission, c'est la traduction française du mot islam. Donc quand on dit, de manière péremptoire, n'est-ce pas, comme j'ai dit à l'instant, que la religion de la soumission, c'est pas un péjoratif, c'est un pléonasme. L'islam est la religion de la soumission. Alors pourquoi cette spiritualité qui n'interroge pas son texte fondateur, qui procède, si vous voulez, de manière pyramidale, par une parole, qui n'est pas commentée, elle est lue, elle est répercutée, mais elle n'est pas interrogée. Les musulmans n'interrogent pas leur texte. Vous voyez là le fossé de mentalité Anna, comme on dirait, complètement immense, incommensurable, qu'il y a avec le judaïsme, la Torah écrite, le Talmud, et cette comment on appelle ça, Agada dans le Talmud qui revient souvent lorsqu'il y a une polémique entre les sages et qu'un sage, bon, il y a plusieurs passages comme ça, et c'est toujours la même conclusion. Un sage qui est certain d'avoir raison dit que le ciel me donne raison si tous les arbres commencent à s'écrouler. Et puis effectivement, les arbres commencent à s'écrouler. Et l'autre qui est contre cet avis-là, et dit ben non, c'est moi qui ai raison, et que le ciel me donne raison si un fleuve ou un grand courant d'eau se met à couler devant la yeshiva. Et ça se passe. Et il continue à coup de miracle. Et puis il y en a un qui se lève, celui qui était, si vous voulez, dans la vie minoritaire, auquel les miracles ne donnaient pas raison, et qui lui dit, mais... Ah, j'ai oublié l'essentiel, c'est qu'à un moment donné de ces miracles, il y a une bat-call, c'est-à-dire une voix, style Jeanne d'Arc, les Abdil, parce que ce sont des métaphores. Quoi. Il y a une voix qui sort et qui dit, un tel a raison. Celui qui est mis en minorité, malgré tous ces miracles qui sont passés en sa faveur, il se lève et il dit, mais depuis quand c'est au ciel que se décide la halakha? C'est ici que se décide. Alors, enfin, il y a une bat-call, une autre voix divine qui sort et il dit que Dieu s'est mis à pleurer, mes enfants m'ont vaincu, mes enfants m'ont vaincu. C'est-à-dire, ils ont compris, c'est ça que veut dire mes enfants m'ont vaincu, Nisrou, Banaï Nisrou aussi. C'est qu'ils ont compris que là, il y a une loi, il y a un texte, mais que ce texte, c'est les hommes qui l'interrogent, et ce sont eux qui tranchent. D'ailleurs, halakha, au lieu d'être un concept figé, ça veut dire mot à mot, une marche, c'est pour organiser la vie qui est un chemin, c'est pas un glacis, la halakha. Alors donc, enfin, pas besoin de vous faire ça, vous connaissez ces choses-là, mais
Bana Yisrouni, c'est vraiment le cœur de l'antithétique de cette conception de l'islam. Et je voudrais, d'ailleurs, j'ai pas le temps ici, il faudrait se livrer, j'ai un document, mais ça, on n'a pas le temps de faire des travaux pratiques, le fondateur des frères musulmans, dont vous connaissez le nom, qui s'appelle Hassan al-Banna, dans les années 20, qui est d'ailleurs loué sans cesse par Tariq Ramadan, comme un grand penseur, etc. Il a développé, j'ai tout le texte ici, mais on n'a pas le temps de l'analyser, l'idée que, dans son manifeste, qui va lancer les frères musulmans, que il faut surmonter la rivalité des factions politiques et des clans, etc., et canaliser les forces politiques de la nation dans un front uni et dans une seule phalange. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, pas seulement au niveau des factions politiques, mais pourquoi l'islam, si vous voulez, a-t-il cette résonance de soumission? C'est parce que dans sa conception du politique est une conception religieuse. C'est-à-dire que le politique et le religieux ne sont qu'un. C'est à l'antithèse de la position chrétienne qui dit rendez à César ce qui est à César et mon royaume n'est pas de ce monde. Pour l'islam, le religieux c'est le politique. Et il y a une fusion totale. Et c'est ça la seule phalange. Ça veut dire tout dire. C'est pas seulement que toutes les factions doivent s'unir au niveau de politique, mais c'est que l'islam n'est qu'une unique soumission. Et je voudrais vous lire à ce titre, puisqu'il faut faire des choses rapides et modernes. Je ne peux pas résister à vous lire un texte qui est paru le 11 février, en pleine émeute de la place Tahrir du Caire, écrite par Ayaan Ishri Ali, qui est un fondateur, si vous voulez, une fondatrice, pardon, de l'Union de défense des femmes musulmanes, donc c'est une femme, et c'est par hasard c'est une femme qui fait cette critique, et qui dit ceci. Et donc on est en plein dans le printemps arabe, enfin entre guillemets, les premières semaines au Caire. Quand je regarde les images des masses du Caire, je n'ai aucune peine à imaginer le fort sentiment d'unité qui les habite. 1,5 million de personnes qui reviennent tous les vendredis. J'ai déjà expliqué que c'était le vendredi, le jour de la mosquée. Donc Twitter, Internet, YouTube, c'était le détonateur, mais qu'est-ce qui a mobilisé les masses pour renverser Moubarak, la chape de plomb de Moubarak, et le despote, c'était le vendredi. Beaucoup de téléspectateurs occidentaux s'identifient aux milliers de manifestants, pas seulement en Égypte, mais aussi en Tunisie, en Jordanie, au Yémen et ailleurs, pour exiger la fin de la dictature. D'innombrables commentateurs ont dressé des comparaisons avec les révolutions de 89, en Europe de l'Est, 89, chute du communisme. Même si le printemps de Prague, c'était bien avant, c'était en 68. Or, cette comparaison méconnaît la profonde différence entre une foule occidentale et une foule musulmane. C'est pas du racisme, c'est une musulmane qui dit ça. Parce que je dirais ça dans une université française, on me dirait de sortir. Les motivations qui poussent les peuples d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient à envahir les rues sont multiples, certes. Mais rien ne les réunit mieux que la prière collective, en particulier celle du vendredi. La mosquée autant que la rue, voilà une clé d'intelligibilité de ce soulèvement. Ceux qui s'attendent à une issue de style 89, enfin 1989, donc chute de l'URSS, chute du mur de Berlin, 89, puis la chute de l'URSS, c'est-à-dire une transition pacifique vers une démocratie laïque et le multipartisme, ne voient pas à quel point les partisans de la démocratie manquent d'expérience et de force. Les frères musulmans, eux, dit-elle, 1 an et demi avant leur prise du pouvoir électoral, sont dans le paysage depuis 1928, c'est-à-dire Al-Banna, dont j'ai parlé, et prolongent une tradition de 1400 ans de soumission. Et elle dit ceci ensuite. Les Moubarak et autres Kadhafi du Moyen-Orient ne sont pas des phénomènes tombés de la lune. Ils sont le produit de l'absence de liberté inhérente à la culture de masse islamique. On s'accoutume très tôt à la soumission dans cette civilisation. Dès lors qu'il est interdit de répondre à son père, à son maître, à un imam, se soumettre à une dictature d'un État devient presque une seconde nature. Dans un tel contexte, les moyens d'action individuels, en réalité de survie, sont la conspiration, c'est-à-dire au niveau de l'opposition, la conspiration, la manipulation, l'intrigue et aussi la corruption. Ceux qui veulent avoir le pouvoir craignent que tout partage représente un aveu de faiblesse et une humiliation. Et être contesté, c'est être humilié. C'est pourquoi, ça vient du texte. Le texte ne se discute pas. Parce qu'il est de l'absolu. Oui, il est de la transcendance, transcendant qui structure la réalité. De Dieu. Absolument. C'est pourquoi, quand une position est acquise, elle devient permanente, une position politique. Cela du plus humble des bureaucrates jusqu'à la présidence de l'État.
Une culture qui dresse ses membres à la soumission oscille entre des périodes d'apathie, interrompues parfois par des poussées de révolte, et alors, soit les dirigeants arabes sont en place à vie, désignant leur fils comme successeur. Je vous signale que quand les émeutes ont éclaté au Caire, le fils Moubarak était sur les rangs pour prendre la suite. Assad, il a eu le temps de lancer son fils. Kadhafi, non, mais le roi de Jordanie, Hussein, Abdallah, c'est son fils, n'est-ce pas? Alors soit ils font ça, soit ils finissent par prendre la peau d'escampette. Et elle dit ceci, du coup, que peuvent faire les masses? Elle se pose la question, mais quelle impasse? On est dans un cercle vicieux. Que peuvent faire les masses musulmanes pour ne pas ressembler à ces souris qui se croient libérées alors qu'elles sont encore dans les griffes du chat qui se joue d'elles? Très belle métaphore. Les Elle manifestants... est extraordinaire. Extraordinaire. Nous, on la rencontre avec Trigan J'imagine. pour voir ce qu'on a eu. Les manifestants doivent d'abord identifier les facteurs qui créent un environnement favorable à la dictature, ce qu'on essaye de faire ici. Trop longtemps, l'étranger a servi de bouc émissaire pour la rue arabe. L'étranger, elle n'ose pas dire Israël. Israël. C'est bien clair. Ou alors les impérialistes, ou ce que vous voulez. De toute manière, nous, on est la branche avancée de l'impérialisme, on est des expansionnistes. Je vais expliquer ça, d'où ça vient. Il est commode de s'en prendre aux sionistes et à l'Amérique. Admettre ses propres insuffisances est plus difficile. Et elle dit, parce que je ne vais pas vous lire tout ça, après elle propose, elle dit qu'est-ce qu'il faut que les masses fassent. Entre autres, il ne faut surtout pas, dit-elle, proclamer que nous n'avons pas besoin de leaders. Parce que c'était quand des jeunes étudiants avaient dit, on n'a pas besoin de leaders. Mais comment structurer un mouvement de révolte qui se transforme en révolution avec une alternative s'il n'y a pas de leadership? Il n'y a pas de leadership. Ils ne veulent pas. Alors elle dit, on peut parfaitement comprendre l'aversion de cet étudiant pour le leadership compte tenu des changements de pouvoir tels qu'ils ont eu cours dans le monde arabe. Là où des gens qui arrivent en libérateur se muent en mode somnambulique en tant que dictateur, jusqu'à ce que vienne un autre libérateur pour mobiliser les masses, c'est-à-dire Sisi, il est venu contre les frères musulmans, mais il est devenu lui-même un oppresseur, etc. Alors, elle pose la question, une révolution sans direction est-elle réaliste? À mon avis, non. En absence de direction, jamais cette révolte ne pourra provoquer des bouleversements comme en 89 en Europe. En 1989 en Europe, elle prévoit l'arrivée des frères musulmans, c'était pas très original, et elle dit, pour se débarrasser de la culture de soumission, rien ne peut se substituer aux Arabes qu'eux-mêmes. Nul destin inexorable ne les prédispose en effet à être sous la botte des tyrans ou des fanatiques. Ça, c'est le dire. Dire que c'est comme ça, ce serait vraiment musulman, de dire que c'est le Maktoub. Non, je disais tout à l'heure qu'on risque d'avoir cette chape de plomb pendant longtemps. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, les forces ne sont pas encore là pour qu'il y ait un véritable essor démocratique. Il y a des gens qui, au sein de l'islam aussi, essayent d'amener, ils sont tellement minoritaires. Et il y a ce fameux débat qui a été lancé par Daniel Sibony, le psychanalyste, qui avait dit, on avait posé une question, et il avait dit que lui, il trouvait que c'était pas catastrophique que la révolution d'Égypte était récupérée par les frères musulmans, parce que, disait-il, il fallait que le monde musulman qui avait été donc l'otage des puissances impérialistes britanniques, et puis qui avait été donc colonisé, etc., il fallait qu'il vire sa culture musulmane, c'est-à-dire que c'était un moindre mal, que le réveil se ferait par l'islam, et puis ils en reviendraient. C'était un peu je suis un peu méchant, si Denis serait là, il nuancerait ça, mais pour un peu aller vite. Et que quelque part, il ne faut pas être désabusé de ce qui s'est passé, c'est normal. Il y a un retour de bâton, l'islam qui avait été complètement éradiqué par les régimes, surtout par Sadat, par Nasser au départ, mais surtout par Sadat et par Moubarak, qui était resté 30 ans au pouvoir, et ben, il y a une espèce d'illusion de croire que c'est par l'islam qu'on va se libérer de tous les problèmes. Et dit-il, c'est une critique qu'il faut que le monde arabe vire. Et donc, il ne faut pas être méprisant vis-à-vis de ça. Elle, ce qu'elle n'est pas, elle, parce qu'elle explique que justement, il n'y a pas de Maktoub. Or, moi, la question que j'avais proposé un débat dans une communauté que ça va pu se faire avec Sibony, bien qu'il ait beaucoup plus d'armes que moi au niveau peut-être psychanalytique, mais ça aurait été de lui poser la question, est-ce que de dire qu'il faut que le monde arabe vive sa cutie avec l'islam, c'est pas une vision dangereuse? Parce que si vous voulez, la question qui se pose, comme dirait l'autre, Staline, quand il lui a dit le Vatican, combien de divisions? Moi, la question que je poserais à Sibony, c'est d'accord, c'est bien qu'ils virent leur cutie pendant 10, 20, 30 ans. D'ailleurs, ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré 2 ans et demi, en tout cas en Égypte. Mais combien de morts? Parce que le cheikh Kalawi, qui était le grand leader des frères musulmans, qui est revenu, qui était en exil à Londres et qui a fait des discours terrifiants sur la place El-Tahrir en disant « Aujourd'hui on est au Caire, demain on est à Jérusalem »,
s'il n'y avait pas eu Sisi et l'armée égyptienne, etc., on aurait un truc bien pire que l'Iran, un pays bien pire que l'Iran à nos portes. Et qui avait une marche bien claire. Et donc, si vous voulez, comment dire, la donnée, s'interroger sur la vocation, j'allais dire, totalitaire de l'islam, ça ne vaut pas simplement par rapport aux réalités intérieures de chaque pays, c'est qu'un pays qui adopte cette vision, il est un pays va en guerre. Et donc il y avait une véritable question, fin de citation. Alors, j'ai une autre, mais je vais vous en faire gré, pasteur, une autre personne qu'il faut citer de long en large, c'est une autre psychologue qui est venue aux États-Unis d'origine syrienne, Wafa Sultan, tout le monde la connaît, parce qu'elle a écrit des textes dans ce bravoure sur les fous d'Allah, où elle montre le mécanisme historique dans tous les pays arabes. Elle dit par exemple une phrase, enfin je m'excuse, je glane, hein, parce que tout ça est très bien démontré. Elle dit je ne prétends pas défendre Israël puisque les Juifs n'ont pas demandé mon avis quant à leur terre promise. Mais avant la création de l'État d'Israël, l'histoire n'a jamais mentionné une guerre impliquant les Juifs, ce qui est faux. Enfin, ni qu'un Juif ait commandé une armée ou mené une conquête, ça c'est... Je ne connais pas l'histoire juive. Mais les musulmans sont des combattants, des conquérants, et leur histoire ne manque pas d'exemples et de récits, de conquêtes, de morts, de tueries, de razzias. Pour les musulmans, tuer est un loisir, et s'ils ne trouvent pas un ennemi à tuer, ils s'entretuent entre eux. Fin de citation. Et ça continue, il y a 5 pages. Je ne sais même pas par quoi peut-être juste... les exactions dont sont capables les Arabes et les musulmans entre eux dépassent toute imagination. Un char jordanien avait écrasé un Palestinien, en septembre 70, septembre noir, quand il y a eu 20 000 Palestiniens qui sont soulevés, tous les Palestiniens sont soulevés contre le roi Hussein. Il a envoyé l'armée c'était l'intifada, il a envoyé 8 jours, ils ont tiré au canon de chars et au mortier, il y a eu 20 000 morts, septembre noir, et elle dit, un char jordanien avait écrasé un Palestinien, puis le conducteur du char est descendu de son blindé et a bourré la bouche de sa victime avec un journal. Un comportement qu'aucun militaire israélien n'a eu à Gaza. Il y a aussi des exemples. Et elle dit ainsi l'extermination de tous les enfants de Gaza importe peu aux dirigeants islamistes et du Hamas. Elle est obligée de dire ça, je ne sais pas si elle y croit. La vie n'ayant aucune valeur pour eux. Ils se réjouissent simplement de la mort de quelques soldats israéliens. Pour les islamistes, l'objectif de la vie est de tuer ou de se faire tuer pour gagner le paradis. La vie n'a donc aucune valeur. Si le prophète Mohammed savait que le juif allait voler un jour à bord des F-16, il n'aurait pas commandé à ses disciples de tuer les juifs jusqu'au jour dernier. Mais ses disciples doivent modifier cette idéologie par pitié pour les générations futures et pour sauver leur descendance et lui préparer une vie meilleure, loin de l'idéalisation de la mort, etc., etc. Dernier point, qui est un petit peu, si j'ose dire, le troisième point que je vais élaborer, qui est alors bien plus que les causes politiques. Parce que finalement, on pourrait dire, ça procède par cercle. À l'extérieur, ce que nous voyons, c'est le premier point que j'ai fait. Les causes, le triptyque, corruption, soumission et répression. Ça, c'est ce qu'on a vu en premier point. C'est un constat. Ensuite, on a essayé de comprendre en quoi, dans l'islam, il y avait, si vous voulez, une culture, un positionnement de soumission. Mais d'où ça vient? C'est-à-dire, et comment c'est perpétué? Ah ben, ça vient du texte, ça vient du rapport, parce que la religion est je dirais, la spiritualité est un forge des mentalités, comme elle disait, quand on ne remet pas en question la parole du père, de l'imam, et parce qu'on ne discute pas le texte, et ben ça crée aussi par rapport au despote, ça crée une soumission. Et on attend de rebondir d'un despote à l'autre en pensant que le libérateur ne sera pas lui un despote, mais malheureusement on va de Caribe en Syrie. Or, quel est j'allais dire, le catalysateur, peut-être pas la cause, mais qu'est-ce qui ossifie, qu'est-ce qui paralyse complètement les sociétés arabes? Et là, c'est justement, comment dirais-je, notre auteur, là, dont j'ai cité le nom, Mustapha Safwan, qui explique que c'est l'obstacle linguistique et culturel. Pourquoi? Je vais vous expliquer ça en 3 mots. Mais peut-être que certains d'entre vous qui connaissent les pays arabes le savent. Dans tous les pays arabo-musulmans du Moyen-Orient, on parle arabe. Il y a 2 langues. 2 langues. Il y a la langue des élites politiques. Je ne sais pas si c'est la langue littéraire. Nous, on dit l'arabe. Non, on dit la langue. On est en arabe littéraire, mais c'est pas ça. Il y a la langue du pouvoir, des élites, de l'administration, qui s'étudie dans certaines écoles, au sein de l'oligarchie et de la bourgeoisie, ou peu importe vous utilisez le mot, des élites au pouvoir. Et vous avez la langue parlée
qui s'étudie dans ces b.a.-ba dans les écoles, que les masses étudient, mais qui n'est pas la même langue. C'est-à-dire, évidemment, Moubarak, quand il entend un paysan parler, il comprend ce qu'il dit. Mais le paysan n'a pas accès à la langue de Moubarak, entre guillemets, je prends un exemple, à la langue des élites, et surtout il ne sait pas l'écrire. Et il y a deux niveaux de langue. Les oligarques, si vous voulez, ont pris la langue des élites en otage, comme une caste fermée, et au niveau par exemple de la syntaxe, de la grammaire, et surtout du Otsar Minim, le vocabulaire, et si vous voulez les références, ce sont deux langues qui sont séparées. Et si vous voulez, on est dans une fermeture. Je vais vous lire justement ce que dit à ce propos le même auteur. Lui, il qualifie ça au milieu de son livre, parce qu'au départ, il commence comme moi par l'histoire, la domination, disons, les illusions qu'ont fait naître les puissances occidentales en voulant démocratiser, etc. Puis il en arrive au noyau dur du sujet, qui est celui-ci. Et il dit ceci. Donc, c'est-à-dire, il définit l'autre facteur encore plus prégnant d'obscurantisme à la source de tout ce despotisme, parce qu'il ne dépend pas, justement, c'est pour ça qu'il est prégnant, et que c'est vraiment le noyau dur, c'est parce qu'il ne dépend pas des diverses formules politiciennes ou contingentes. Il est dans la langue de tous les jours. Et il dit ceci, bon, alors c'est ce qu'on appelle l'arabe classique, mais voilà ce qu'il dit. On pense et on dit souvent que l'arabe est une seule et même langue, mais la distance entre l'arabe classique et l'arabe égyptien, entre celui des États du Golfe et de l'Afrique du Nord, est la même que celle qui existe entre le latin et les langues romanes, l'italien, l'espagnol et le français, déjà au niveau de la carte. L'échec, ou plutôt le refus de reconnaître ces différences, équivaut à un refus de permettre aux illettrés une parole pleine sur leur avenir. Prenant conscience des effets dévastateurs de cette politique de mystification, je me décidais, lui puisqu'il est à la fois psychanalyste et linguiste, je me décidais à écrire non pas en arabe grammatical, dans la langue de l'élite, mais dans la langue vernaculaire, c'est-à-dire la langue parlée, car cette politique de l'écriture se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Donc lui-même, c'est pour ça que le sous-titre de son bouquin, c'est « Politique de l'écriture et terrorisme religieux ». Alors il dit que, justement, ce blocage linguistique représente la dernière et plus importante imposture qui, à nous autres Arabes, est notre lot de malheur. En premier lieu, le peuple est isolé du champ de la pensée par le confinement de l'écriture dans une langue classique. Ensuite, il se trouve face à un pouvoir d'État qui a usurpé cet attribut d'être celui qui a le savoir de l'interprétation finale. Enfin, troisième niveau, il est soumis à l'imposture du père imaginaire, qui est le monarque, ou le despote. Une nation qui attend après un sauveur ne peut rien vivre d'autre qu'une déception répétée. On est au cœur de la fermeture. Vous voyez les trois niveaux, les trois impostures, la langue, le savoir, puisque ça implique le savoir, et le père imaginaire qui est le despote. Et il conclut en disant ceci. En fait, le pouvoir au Moyen-Orient a toujours tiré sa légitimité de quelque occulte pouvoir supérieur de caractère divin ou religieux, c'est ce qu'on disait. Ce type de légitimité provient d'un système de gouvernement fondé sur un abîme, une infranchissable différence entre le monarque et ses sujets. Alors comment un seul homme peut-il obliger des millions d'autres à se soumettre à la tyrannie qui les opprime et les unit? Comment ça marche? Pourquoi ça se tient? Alors comment il répond? Bon, c'est une question des sciences politiques, si vous voulez, une question de sciences politiques. Comment le despote peut-il se maintenir au pouvoir? Le secret de la force, il répond en contrepartie, c'est-à-dire ce qui n'existe pas au Moyen-Orient, c'est quoi? C'est le secret de l'Europe et de l'Occident, selon lui. Il ne parle jamais de judaïsme, évidemment. Le secret de la force de l'Europe est la division du pouvoir entre les différents courants de la société politique, au lieu d'un monopole au pouvoir fondé sur fondé sur une confusion terrifiante et hypocrite entre la société politique en tant qu'elle est la communauté, ce qu'on appelle en arabe le Jahama, qui désigne en premier lieu la communauté des croyants qui se retrouvent à la mosquée Djami. Eh bien, au lieu de ça, il résulte une confusion, si vous voulez, entre les différentes communautés. La communauté des croyants, la communauté politique. Il résulte de cette confusion que les différences d'opinion sont traitées comme des différences de croyances. Vous voyez, c'est ce qu'on disait, l'islam, la politique dans l'islam, c'est le religieux. Il n'y a pas d'autonomie. Et donc quand on n'est pas d'accord au plan politique, c'est qu'on conteste le religieux, c'est ce qu'il dit.
les différences d'opinion, donc politiques, sociétaires, sont traitées comme des différences de croyances. Ceux qui les professent sont considérés comme des étrangers qui doivent être éliminés. Et il conclut en disant ceci: une démarche également fallacieuse consiste à rapprocher les notions d'intérêt public et de communauté. Parce que, ça aussi, c'est-à-dire, tous ces tyrans, ou même les élites religieuses, ils parlent de la Jahama, qui est la communauté. C'est-à-dire, en fait, la communauté, c'est l'osmose dans laquelle tout le monde vit, et c'est l'intérêt public. Puisque la première, c'est-à-dire, ce qu'on appelle l'intérêt public, est avant tout un concept administratif qui s'oppose à l'existence d'une société civile, tandis que la seconde, c'est-à-dire la communauté en sens musulman du terme, suggère une unité spirituelle et ne s'applique en tout premier lieu qu'à ceux qui prient à la mosquée. Donc vous voyez, quand on dit, il faut élucider, d'ailleurs il le fait très bien, osmose entre l'islam et le politique, entre la religion et le politique, c'est complètement interpénétré. Et il dit comme ça, avec une constatation très très triste, mais n'avons-nous, les arabo-musulmans, jamais connu à quelques moments de notre histoire ce qui ressemblait peu ou prou à une société civile? Fin de citation. Mais pourquoi la langue là-dedans, en rentrant dans le compte? C'est ça qui doit passer. Parce que la langue, elle est le rempart De l'élite, bon, d'accord. de l'élite qui empêche, si vous voulez, les masses de se cultiver et finalement il y a des protestations, des irruptions comme il y a eu au moment des printemps arabes, parce que c'était les Américains ont joué leur rôle, la CIA aussi avec les frères musulmans, peu importe. Mais si vous voulez, il y a eu une explosion énorme, mais il n'y a pas d'opposition structurée, parce que quand on dit qu'il n'y a pas d'opposition démocratique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des gens, il y a un commerce d'intellectuels qui publient quelques livres, qui d'ailleurs étaient assez anti-israéliens aussi, mais il n'y a pas eu un mouvement de masse, par exemple, au moment du traité de paix, comme il y a eu en Israël, avant même Oslo, où il y avait la moitié des Israéliens, un tiers des Israéliens qui disent faire la paix à tout prix, etc. Et nous, on a nos intellectuels, enfin une partie de l'élite intellectuelle qui est complètement à corps et âme sur, disons, les positions de reconnaissance de l'ennemi, etc. Bon, on est une autre société. Eux, avant même, je parle même pas avant la révolution de 2011, si vous voulez, le fait qu'il n'y a pas il y a un analphabétisme permanent, il y a juste un langage qui est appris pour qu'on puisse vivre tous les jours, et il y a une élite à la fois économique, politique, administrative et bureaucratique qui, elle, est dans les hautes sphères, si vous voulez, c'est comment on appelle ça? C'est cadenasser complètement les élites au pouvoir. Parce que quel est c'est ce qu'il disait, quel est le deuxième étage qui fait le lien entre le langage et le despotisme? C'est le savoir. Quand il n'y a pas d'accès au savoir par le langage, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de liberté. C'est un peu ce qui s'est passé en Europe avant la Révolution française. Je veux dire, il y avait le latin aussi, il y avait les scribes, les catholiques, ils n'avaient pas accès, ils n'interrogeaient pas leurs textes. C'était la même chose, il y avait la monarchie jusqu'au moment où tout a sauté. Oui, bon, on peut... Non, mais je veux dire, on peut faire. Oui, c'est ce qu'il dit, parce que lui, il parle de la séparation des pouvoirs. Vous avez raison, puisque c'est la philosophie des Lumières. La philosophie des Lumières qui précède la Révolution française, c'est la séparation des pouvoirs, c'est Montesquieu, c'est la contestation du pouvoir de l'Église, etc. Bien sûr, on peut faire des comparaisons. Mais là... que le peuple, il ne comprend pas les informations? Parce qu'à la télé, les infos, c'est en arabe, non? Écoutez, il peut comprendre. À différents niveaux, il comprend. C'est pas une autre langue. Mais il ne peut pas l'écrire, cette langue. Quand il fait une lettre, d'un langage, comme on pourrait dire quelqu'un d'un peu inculte, ferait une lettre en langage parlé. Et donc, encore quand c'est une lettre pour revendiquer des petits droits ou faire une... Mais quand c'est un leader politique qui parle comme ça, vous comprenez, il faut passer de l'autre côté de la barrière. Et ceux qui passent de l'autre côté de la barrière, ils ne veulent pas s'occuper du champ qu'ils ont quitté de l'autre côté. Et bon, je suis un peu métaphorique là, mais c'est comme ça, c'est-à-dire et ça c'est en Irak, en Syrie, en Égypte, je donne des exemples, etc. Ce barrage linguistique est fondamental parce c'est les barreaux de la prison. Alors je voudrais conclure, si vous avez des questions, il y en a beaucoup, mais conclure à 4 niveaux très rapidement. Premièrement, j'ai un texte ici assez intéressant qui était publié sur le site Débat laïque, qui porte comme titre, par un Français, René Marchand, assez passionnant, qui dit en titre « Ne concevoir l'islam que comme une religion est un piège mortel pour les Européens ». Et il développe
l'idée que l'islam, qui est selon lui un totalitarisme guerrier, utilise notre conception de la religion comme cheval de Troie pour la conquête subversive de l'Europe. Bon, on connaît ceci. C'est un piège mortel de définir l'islam, etc. Il y aurait toute une réflexion, puisqu'il explique en quoi l'islam est né et ne peut être expansionniste et guerrier. Bien. Et qu'il y a une stratégie qu'il appelle la peau de panthère pour commencer la libanisation de l'Europe, etc. Ce sont des choses qu'on connaît. Alors maintenant, le deuxième texte que je voudrais vous lire, parce que ça avait quand même, ça a sa place en conclusion d'un parcours comme celui-là, c'est un texte que j'ai retrouvé, vous avez peut-être lu aussi, vous, il y a quelques mois, deux textes de Lévi-Strauss, très courts, qui dans Triste Tropique, son fameux livre, si je ne me trompe pas, Triste Tropique, c'est paru dans les fin des années 70, hein, c'est un vieux texte, qu'il a placé comme ethnologue, 60, fin des années 60. Il dit ceci, écoutez ça. Après il se prononce dans un Nouvel Observateur en 2000, 2002, il se prononce sur ce qu'il avait écrit, il le complète. Il m'a fallu rencontrer l'islam pour mesurer le péril qui menace la société française. Donc fin des années 60, début des années 70, lui aussi il voit, comme a vu Golda Meir, et comme ont vu toutes ces femmes musulmanes qui, en tant que femmes, ont justement décodé cette oppression qui est avant tout masculine. C'est Lévi Strauss qui dit ça? Non. Oui, alors oui, il dit ça. Oui, il dit, alors je reprends la phrase. Les brefs contacts que j'ai eus avec le monde arabe m'ont inspiré une indéniable antipathie. Il m'a fallu rencontrer l'islam pour mesurer le péril qui menace aujourd'hui la société française. On ne peut que constater combien la France est en train de devenir musulmane. 70, dans le meilleur des cas. Et alors, s'il a écrit ça, c'est-à-dire que c'est un constat qu'il a fait dans les années 60, c'est-à-dire après la décolonisation algérienne. Déjà, l'islam me déconcertait par une attitude envers l'histoire contradictoire à la nôtre et contradictoire en elle-même. À savoir, son souci de fonder une tradition s'accompagne d'un appétit destructeur de toutes les traditions antérieures. Dans la civilisation musulmane, les raffinements les plus rares, comme les palais de pierres précieuses, les fontaines d'eau de rose, les mets recouverts de feuilles d'or, servent de couverture à la rusticité des mœurs et à la bigoterie qui imprègne la pensée morale et religieuse. Sur le plan moral et raciste, le fondateur de l'ethnologie de gauche, si j'ai un peu polémique, regardez ce qu'il dit. Sur le plan moral, on se heurte... Attendez, j'ai sauté une ligne. Maintenant, je reprends la phrase. Tous ces raffinements se heurtent, servent de couverture à la rusticité des mœurs et à la bigoterie qui imprègne la pensée morale et religieuse. Sur le plan moral, on se heurte dans l'islam à une tolérance affichée, en dépit d'un prosélytisme dont le caractère compulsif est évident. En fait, le contact des non-musulmans les angoisse. Très fort. Très fort. Déstabilise. Les chrétiens, mais alors les juifs, c'est pour ça qu'ils ne parlent pas avec nous. Parce que les gens qui ne discutent pas leur texte, ils ne peuvent pas discuter avec un juif. Parce que le juif, il est sphérique et eux, ils sont linéaires. Tout l'islam semble être une méthode pour développer, toujours Lévi-Strauss, pour développer dans l'esprit des croyants des conflits insurmontables, quitte à les sauver par la suite en leur proposant des solutions d'une très grande mais trop grande simplicité. Vous inquiétez-vous de la vertu de vos épouses ou de vos filles? Eh bien, rien de plus simple, voilez-les et cloîtrez-les. C'est ainsi qu'on en arrive à la burqa moderne, semblable à un appareil orthopédique. 70. Si un corps de garde pouvait être religieux, l'islam paraîtrait sa religion idéale. Stricte observance du règlement, revue de détail et soin de propreté, promiscuité masculine dans la vie spirituelle comme dans l'accomplissement des fonctions religieuses, et pas de femmes. Il compense l'infériorité qu'il ressent par des formes traditionnelles de sublimation qu'on associe depuis toujours à l'âme arabe, jalousie, fierté, héroïsme. Cette religion se fonde moins sur l'évidence d'une révélation que sur l'impuissance à nouer des liens au dehors. C'est pas seulement qu'on n'interroge pas le texte, mais c'est qu'on est schizophrénement enfermé dans un totalitarisme. En face de la bienveillance universelle du bouddhisme, du désir chrétien de dialogue, on aurait aimé qu'il ajoute de l'esprit talmudique, mais il ne l'a pas fait parce qu'il s'appelle Lévi, peut-être. L'intolérance musulmane adopte une forme inconsciente chez ceux qui s'en rendent coupables. S'ils ne cherchent pas toujours de façon brutale à amener l'autre à partager leur vérité, pas toujours, mais il n'avait pas vu l'État islamique, ils sont pourtant incapables de supporter l'existence d'autrui comme autrui. Est-ce que vous vous souvenez de cette phrase de... comment il s'appelait son prénom? Ben Bella, j'ai oublié son prénom. Mohamed. Ali Ben. Hein? Ali.
Non, Mohamed. Il est interrogé par une revue à laquelle je collabore actuellement. De temps en temps, je fais des interviews pour la revue qui s'appelle Politique Internationale, qui fait des grandes interviews stratégiques, etc. Et qui est dirigé par un mensch, comme on dit, juif, Patrick Weijman, qui est un type extraordinaire, qui est mondain certes, mais qui fait un travail énorme. Parce qu'il interroge les grands de ce monde et il fait des bons... Alors à l'époque, il a réussi à savoir que Ben Bella sortait de son exil à Genève, après les accords d'Évian, et il envoie un journaliste, je ne sais plus qui c'était, interviewer Ben Bella dans l'avion qu'il ramène à Alger avant qu'il devienne le futur président, premier président et quel dictateur de l'Algérie. Et il fait une longue interview historique de FNL, etc. Il lui pose la question est-ce que la libération, enfin est-ce que comment dirais-je, la marche vers l'indépendance de l'Algérie était véritablement un exemple d'une lutte réussie du tiers-monde, c'est-à-dire un nationalisme libérateur, ou est-ce que c'était pas quand même une opération ethnique, puisque vous avez fait ça sous la bannière de l'islam. Et ça, c'est le combat de Jean-Pierre Liédot qui explique dans ses films que oui, dès les premiers attentats, les massacres de masse opérés par le FNL dans le sud algérien, les types du FNL qui sortaient des forêts ou du maquis pour recruter les Arabes travaillant pour les pieds noirs, ils ne faisaient pas en disant Algérie, algérienne, vive l'indépendance. Allah ou Akbar. C'était le mot d'ordre du FNL dans les années 54. Dès le début, ça commence en 54, à la fin des années 50. Allah ou Akbar. Alors il lui pose des questions. Et après, il en arrive à l'essence de la chose, qui est exactement cette conclusion de Lévi-Strauss. Et il lui cite Lévinas avec l'autre, le regard, etc. Et alors Ben Bella, il lui répond, et c'est la fin de l'interview, il lui dit mais écoutez, vous procédez d'une autre logique judéo-chrétienne. Nous, il lui dit cette phrase, qui est restée dans les annales, c'est une des phrases les plus fortes qui a jamais été prononcée par un leader arabe, avant qu'il revienne prendre le pouvoir. Nous, les Arabes, nous ne pouvons exister que si l'autre n'existe pas. Il dit cette phrase. Il l'a dit texte, et c'est pas lui qui vient de le dire, je pense, en critiquant. Le regard, enfin, c'est-à-dire, sa dernière phrase, s'ils ne cherchent pas toujours de façon brutale à amener l'autre à partager leur vérité, ils sont pourtant incapables de supporter l'existence d'autrui en tant qu'autrui, comme autrui. Et l'autre, il lui a dit la même chose, Ben Bella. Ça devait être juste un peu avant. Nous ne pouvons, nous, exister, les Arabes, que si l'autre n'existe plus. Alors il revient en 2002 dans une interview à propos des tropiques. J'ai dit, il fait référence à ce texte, dans Triste Tropique, ce que je pensais de l'islam. Bon. Bien que dans une langue plus châtiée, ce n'était pas tellement éloigné de ce pourquoi on fait un tel procès à Houellebecq. D'ailleurs, Houellebecq, il avait déjà critiqué l'islam avant le dernier roman qui vient de paraître, parce que là on est en... Bon. Un tel procès aurait été inconcevable il y a un demi-siècle, ça ne serait venu à l'esprit de personne, le procès de critiquer la soumission de l'islam. On a le droit de critiquer la religion, on a le droit de dire ce qu'on pense. Fin de citation. Enfin, et j'aurai pas le temps, mais je voudrais vous mentionner un auteur qui est un héros, qui vit en Algérie, au cœur du monde arabe, et qui écrit en français, Boualem Sansal, qui a écrit un livre formidable, un des premiers livres que j'ai lu à lui, qui s'appelle le village allemand, mais qui a surtout vient de faire paraître un bouquin il y a quelques mois qui s'appelle 2084, qui est une profession de foi sous la forme d'un roman. C'est une fiction, une métaphore son bouquin, qui en fait qui s'intitule, ben j'aurais dû l'amener, tiens, mais j'ai amené un extrait, ça s'appelle donc 2084, sous-titre La fin du monde. Il a repris la vision d'Orwell, Big Brother is watching you, qui avait écrit dans les années 60 sur qu'est-ce qui va se passer en 84, l'informatisation, la cybernétique, ça va nous enlever notre liberté. Lui, il transpose ça, 2084, mais ça n'a rien à voir, et il construit une fiction dans un ensemble géopolitique qui est le Maghreb, qui s'appelle l'Abistan, parce qu'il ne faut pas écrire l'Algérie, et le prophète ne s'appelle pas Allah, il s'appelle Abi, c'est la terre du prophète, et il est le délégué de Yola, c'est-à-dire Allah, sur terre. Il est obligé de maquiller, parce que personne ne se trompe de ce dont il parle, mais il le fait parce que c'est un miracle chaque jour qui passe et qu'il est toujours vivant. Il vit en Algérie, cet homme-là. Et on sait comment on a égorgé des milliers, des centaines, des dizaines de milliers de gens, des centaines de milliers de gens. Donc lui, sa vie ne tient qu'à un fil, mais il vit et il écrit. Et il était d'ailleurs venu à Jérusalem il y a 3 ans, je crois. Il avait rencontré, moi j'étais pas là parce que j'étais en France et j'ai regretté de... Et regardez, je voudrais vous lire
un tout petit passage pour vous donner l'envie d'acheter ce livre et de le lire et de vous avertir. Parce que contrairement au livre de Houellebecq, Soumission, qui se lit trop facilement, qui est très facile parce que c'est un auteur best-seller, etc., avec beaucoup de vérité aussi, parce qu'il montre dans ce livre que la soumission à l'islam, ça entraîne ce qu'on appelle en hébreu le niouf, c'est-à-dire la débauche sexuelle. Et d'ailleurs, je me demande comment Houellebecq est toujours vivant, parce que si on lit bien son livre, l'histoire de ce professeur qui va se convertir à l'islam à la fois pour avoir une meilleure paye dans la nouvelle université islamique après la victoire du président de comment ça s'appelle, la fraternité islamique aux élections présidentielles françaises, ça paraît fou, mais quand même il y a un maire islamique qui s'est fait élire à Londres il y a 15 jours. Donc on n'est pas dans une fiction. Vous savez, lui, dans son livre, Houellebecq, c'est 2017. Mais on est en 2016. C'était un peu rapide, il y a peut-être encore 10 ans. Mais tout est là. Et donc ce qui est écrit dans ce bouquin, mais alors ce qui est intéressant au-delà de la... Parce qu'il montre en fait pourquoi, vous l'avez lu peut-être, pourquoi il va y avoir la victoire du candidat musulman, parce que le Front National qui arrive au premier tour en deuxième position avec 30% des voix, eh ben, la gauche et la droite classique ne veulent pas s'associer au Front National pour barrer la route. Et donc, à cause de ça, ils vont, puisque c'est le candidat musulman qui arrive en second au niveau des pourcentages, ils vont être obligés de soutenir au deuxième tour le candidat musulman, et il va passer avec les voix de la droite et de la gauche caviar. Et donc finalement, il va y avoir tout un remaniement de la France, d'ailleurs très très doux. C'est comme ce maire de Londres qui a été écrit, qui a l'air d'être très modéré, qui fait des déclarations, qui va d'ailleurs le premier jour de sa prise de fonction, il va au Yom HaShoah, etc. Oui. Tout se fait avec les formes. Mais le maire de Rotterdam aussi, c'est pareil, ce musulman fait des déclarations. Absolument, mais quand même Londres, Tocqueville doit s'en retourner dans sa tombe. En tout cas, 2084, je vais vous lire quelques extraits, parce qu'à la différence de Houellebecq, si vous voulez, Houellebecq il a fait quelque chose de très fin, et je vous recommande de lire Soumission, malgré quelques passages vraiment fumeux, un peu pornographiques, parce que c'est son style, mais il montre justement par là, petit à petit, que l'islam organisé, parce que le doyen de la nouvelle faculté islamique de la Sorbonne, va le convaincre de se convertir, à la fois pour l'excellente paye qui va être multipliée par 5 puisque c'est financé par le Qatar, l'Arabie Saoudite, mais aussi parce qu'il a vu chez son doyen, qui était un ancien chrétien, un ancien nietzschéen, philosophe nietzschéen, mais qui a trouvé dans l'islam manière et lieu d'affirmer une puissance masculine comme Nietzsche peut-être l'évoquait pour lui. Et voilà que quand il va chez qui le décide à se convertir, c'est pas seulement la paix, c'est qu'il voit ce professeur marié à 3 femmes. Une qui lui sert des gâteaux excellents, l'autre qui tient la maison, et la troisième, bien plus jeune, pour la nuit. Voilà. Et alors, lui qui est en fait un célibataire à 50 ans, qui n'a pas construit sa vie, qui n'a pas du tout... Et tout d'un coup, il se dit, mais bon, finalement, et qui faisait venir à coups d'euros des filles chez lui pour se... changer l'esprit, tout d'un coup il comprend qu'avec ce système, il va pouvoir avoir la luxure, mais officialisée à la maison. Et je vais vous dire, le niouf, c'est ce que disent nos maîtres dans le Zohar, c'est un petit peu plus dur, c'est pour ça que un certain islam, je dis pas tout l'islam, mais dans l'islam, c'est pas comme disait Rambam seulement, un juif peut rentrer dans une mosquée parce que l'islam n'est pas idolâtre. Mais quand on va au fond des choses, les attitudes, et si vous voulez, la manière dont l'islam s'est structuré, etc., aujourd'hui, de l'intérieur même de la foi, il y a, oui, non seulement de l'idolâtrie, mais il y a aussi de la débauche. Et ce qui va décider ce héros, entre guillemets, à se convertir, à passer au bain, etc., et puis à prononcer la phrase, parce que finalement, pour devenir membre de l'islam, il faut prononcer une phrase. Mais c'est ce triptyque. Alors, lui, Boualem Sansal, ça n'a rien à voir. C'est du dedans qu'il parle. Il est né, il vit en Algérie, et il les connaît, et il les a subis. Et je vais vous lire quelques lignes. Il y a dans c'est un roman très difficile. Si vous le lisez, c'est difficile parce que les réalités qu'il décrit sont tellement dures que moi j'ai eu peine au départ, je lisais 10 pages par 10 pages. Alors que bon, comme tout le monde, j'ai une faculté de lire plus, même quand je suis fatigué, mais c'était trop dur. Petit à petit, on rentre dans... Qu'est-ce qui se passe? Son héros, qui est un jeune garçon qui est tuberculeux, on le voit prisonnier d'un sanatorium dans les Aurès, complètement isolé.
et du dedans de sa maladie, alors qu'il va survivre, il a eu, et c'est très beau, c'est plus que beau, c'est-à-dire que il y a eu, alors qu'il est un islamiste, qu'il est un croyant d'Allah, en tout point, etc., il a tout d'un coup un vent une aspiration à se dire, mais c'est pas ça la vie. C'est-à-dire une espèce d'appel de liberté qui n'est pas informel, mais qui est l'appel de la conscience humaine par rapport à une chape de plomb qui pesait énormément. Et puis donc il va s'interroger, il va guérir, il va sortir, et il va aller avec un de ses amis qui va retrouver, ils vont essayer ensemble d'aller voir où se trouve le pouvoir. Il y a toute une aventure qui va se passer. Et dans le passage que je vais vous lire, et je pense que Bohème Sansal, il n'a pas lu le Zohar, mais son intuition, sa profondeur, son intelligence universelle rejoint l'intuition intelligente, c'est vrai qu'on puisse dire, et universelle des écrits juifs les plus profonds comme le Zohar. Je vais vous lire ça. C'est-à-dire assez hallucinant. Je vous lis quelques lignes, hein, on pourrait passer la soirée, mais je ne vais pas vous retenir. Et il parle justement du switch qui va se passer dans le cerveau de ce jeune, alors il n'y a aucun parti politique, il n'y a aucune opposition, il est tout seul avec sa conscience, tout seul avec son interrogation. 3-4 extraits. Alors il le décrit, il parle de lui, de ce héros. Il n'y a pas loin, lui aussi était de ceux qui réclamaient la mort pour quiconque manquait aux règles de la juste fraternité. La juste fraternité, c'est le parti politique unique. Pour les fautes graves, il rejoignait les durs qui exigeaient des exécutions spectaculaires, estimant que le peuple avait droit à ces moments d'intense communion par le sang, fumant, giclant à flot, et la terreur purificatrice qui explosait comme un volcan. Ça se passait les vendredis sur le stade d'Alger. Enfin, c'est pas Alger, mais c'est dans le stade. Sa foi s'en trouverait renforcée, renouvelée, à lui aussi. Ce n'était pas la cruauté qui l'inspirait, ni aucun vil sentiment. Il croyait simplement qu'à Yola, donc Allah, l'homme devait offrir le meilleur, dans la haine de l'ennemi comme dans l'amour des siens, dans la récompense du bien comme dans la sanction du mal, dans la sagesse autant que dans la folie. Dieu est ardent, vivre pour lui est exaltant. Mais tout cela, il s'en convainquait à vue d'œil. Pour lui, c'était quand même des mots qui avaient pu être gravés dans sa mémoire à la naissance, des automatismes à retardement insérés dans ses gènes et constamment perfectionnés au fil des âges. Or, tout à coup, il eut la révélation de la réalité profonde du conditionnement que faisait de lui et de chacun autour de lui une machine bornée et fière de l'être, un croyant heureux de sa cécité, un zombie confit dans la soumission et l'obséquiosité, qui vivait pour rien, par simple obligation, par devoir inutile, un être mesquin, capable de tuer l'humanité entière sur un claquement de doigts. La révélation l'illumina, lui faisant apparaître l'être sournois qui le dominait de l'intérieur et contre lequel il voulait se révolter, et ne le voulait pas vraiment. Écrire ça dans l'Algérie d'aujourd'hui, et je passe. Le croyant doit continuellement être maintenu en ce point, écoutez bien, c'est donc Bohème Sansal qui parle, où la soumission et la révolte sont dans un rapport amoureux. La soumission est infiniment plus délicieuse lorsqu'on se reconnaît la possibilité de se libérer, mais c'est aussi pour cette raison que la mutinerie est impossible. Il y a trop à perdre, la vie est le ciel, et rien à gagner. La liberté dans le désert ou dans la tombe est une autre prison. Sans cette connivence entre, donc si vous voulez, c'est de l'aspiration à tout appliquer et en même temps à se révolter, sans cette connivence, la soumission serait un état vague qui ne permettrait pas d'éveiller la conscience du croyant à son absolue insignifiance, encore moins à la munificence, la toute-puissance et l'infinie compassion de son souverain. La soumission engendre la révolte et la révolte se résout dans la soumission. Il faut cela, ce couple indissoluble, pour que la conscience de soi existe. Telle est la voie, on ne connaît le bien, écoutez ça. Ça, c'est le Zohar. C'est ce que j'appelle le passage ésotérique qui rejoint les plus grandes profondeurs du texte juif. On parle de la faute d'Adam et qu'est-ce que c'est que d'avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit ceci. Et lui, il n'avait peut-être pas ces catégories, je ne sais pas, c'est extraordinaire. Telle est la voie, on ne connaît le bien, donc dans l'islam, dans cette mentalité, que si on sait le mal, et inversement, en vertu de ce principe qui veut que la vie n'existe et ne se meuve que dans et par l'opposition de forces antagoniques.
En chacun a été logé un esprit étrange et retors, qui est le suivant. Il pense la vie, le bien, la paix, la vérité, la fraternité, la douce et rassurante pérennité, et il les part de toutes les vertus. Mais il ne les recherche pas, et avec quelle passion? Pas par la vie, les vertus, mais il ne recherche qu'à travers la mort, la destruction, le mensonge, la ruse, la domination, la perversion, l'agression brutale et injuste. Et ainsi la contradiction disparaît dans la confusion entre le bien et le mal. Le tiraillement, ce qu'il écrit lui, le tiraillement entre le bien et le mal cesse, étant deux modalités d'une même réalité, comme l'action et la réaction font un, à égalité pour assurer l'unité et l'équilibre. Supprimer l'un supprime l'autre. Dans le monde d'Abi, donc du prophète, qui est le prophète de Yola Allah, c'est-à-dire c'est Mohammed, le bien et le mal ne s'opposent pas. Ils se confondent puisqu'il n'y a pas de vie pour les reconnaître, les nommer et construire la dualité. Alors que dans le texte juif le plus ésotérique, il y a l'arbre du bien et du mal. Tu choisiras le bien et la vie et tu renonceras au mal et à la mort. Mais non, là, il y a exactement cette confusion qui existe au niveau sociopolitique et religieux, comme on dit tout à l'heure, elle est dedans, parce que c'est entre le bien et le mal. Je reprends la phrase. Dans le monde d'Abi, le bien et le mal ne s'opposent pas. Abi, c'est Abi, hein, c'est son nom. Ils se confondent puisqu'il n'y a pas de vie pour les reconnaître, les nommer ou construire la dualité. Ils sont une seule et même réalité, celle de la non-vie, zombie, de la mort-vie. La croyance est tout entière là. La question du bien et du mal sous l'angle moral est une question subalterne et vaine. Définitivement évacuée, le bien et le mal ne sont que des piliers sans signification propre de la stabilité. Qui peut écrire ça? Et qui peut être vivant en écrivant ça? Et il continue, je finis. La vraie sainte religion, l'acceptation avec un grand A, c'est-à-dire la soumission de l'islam. L'islam, ça veut dire soumis. Lui, il a donné un nom à ça, il n'a pas dit le Coran. Il a fait un jeu de mots, bon, peu importe en arabe. Il appelle ça G-K-A-B-U-L, lisez-le, le Kaboul. Consiste en ceci et seulement ceci, proclamer qu'il n'y a de Dieu que Yola, et qu'Abi est son délégué et son prophète. Le reste appartient à la loi, à son tribunal. Ils feront de l'homme un croyant soumis et diligent et des foules de cohortes infatigables. Ils feront ce qu'on leur demandera avec les moyens qu'on mettra entre leurs mains, et tous ils proclameront Yola est grand et Abi est son délégué. Et il dit, dernière phrase, plus on diminue les hommes, plus ils se voient grands et forts. Et il dit comme ça quand même, c'est à l'heure du trépas qu'ils découvrent hébétés que la vie ne leur doit rien, car ils ne lui ont rien donné. Qu'importe leur avis, vampirisés qu'ils sont par un système dont ils sont les défenseurs et les victimes. Prédateurs et proies inséparables, on disait tout à l'heure, c'est-à-dire soumission et révolte, dans l'absurde et la folie. Personne ne leur dira que dans l'équation de la vie, le bien et le mal ont été intervertis et qu'au final, le bien a été remplacé par un moindre mal. Elle ne leur laisse pas d'autre chemin, cette vie étant établie que la société humaine ne peut se gouverner que par le mal, un mal toujours plus grand, afin que rien, jamais, de l'extérieur ou de l'intérieur ne vienne la menacer. Dixit l'islam. Donc c'est le mal qui triomphe. Et ainsi le mal qui s'oppose au mal devient le bien, et le bien est l'expédient parfait pour porter le mal et le justifier. Et il cite comme si c'était une sourate, mais c'est une sourate du Coran. Lui, il dit c'est le livre d'Abi, c'est-à-dire le Coran, titre 5, chapitre 36, verset 97. Et donc, citation, « Le bien et le mal sont miens. » C'est Allah. « Il ne vous est pas donné de les distinguer. J'envoie l'un et l'autre pour vous tracer la route et de la vérité et du bonheur. Malheur à qui manque à mon appel. Je suis Yola, Allah le Tout-Puissant. » Fin de citation. C'est-à-dire, peut-être que vous avez pu vous en lire le livre, parce que ça c'est le Kodesh Kodashim du livre. C'est-à-dire, il a là joué toutes les poissons. Après, bon, le reste c'est une histoire, etc. Mais si vous voulez, on est avec Bolem Sansal à un niveau, je me permets de le dire, c'est un peu bizarre, qui rejoint les textes ésotériques juifs, auxquels il a accédé par sa propre compréhension. Je doute qu'il ait lu peut-être des amis lui ont parlé, mais enfin peu importe, en tout cas, son intelligence singulière lui a fait accéder à un niveau de compréhension où il a saisi que la catastrophe de l'islam, c'est que ce qu'il dit, d'un côté, les hommes aspirent à une bonne vie, c'est ce qu'on trouve, l'aspiration à la bonne vie et au bon gouvernement. Mais le système est ainsi fait
il y a une confusion des valeurs, qu'il n'y a pas de construction morale de l'individu. Il n'y a pas les midotes. Et pire que ça, dans la théologie, du dedans du texte, il y a, si vous voulez, un mélange, on va dire une osmose entre les pulsions de mort et les pulsions de vie. Et donc l'individu est prêt à faire tout ce que sa hiérarchie peut lui demander. C'est un quadrature du cercle qui est catastrophique. Et donc je disais l'autre jour dans une autre intervention que le drame d'Ishmaël, par rapport à Ismaël, il y a un chiasme, si vous voulez. La société, enfin Ishmaël, son problème avec Israël, c'est pas un conflit territorial, son problème à lui en tant que personne, c'est l'absence de père, l'absence de loi. Parce que d'accord, ils ont un Mektoub, mais l'absence du père, parce que Abraham a accepté de renvoyer Agar avec lui. Et donc la figure du père est absente. Il va la sublimer par son machisme, son héroïsme, etc. Et puis, qu'est-ce que c'est l'absence de figure du père? Mais c'est l'absence de structuration entre le bien et le mal. Loi qui indique ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Eux, ils ont des lois de comportement, mais pas de loi morale. Et on finit, parce qu'on peut aller loin, le conflit entre Israël et Esav, l'Occident, qui n'est pas un conflit sur la terre, mais ou un conflit moral, mais un conflit théologique, puisque normalement, à part les propriétés du Vatican, ici, ils n'ont pas prétention à pas internationaliser Jérusalem. Ils voudraient que les Arabes règnent ici pour différentes raisons, mais si vous voulez, en fait, ils n'ont pas une prétention territoriale, comme à l'époque des croisés sur cette partie du monde. Non, le conflit entre Israël et l'Occident, c'est un conflit théologique, comme disait Manitou. On a un conflit avec Ishmaël sur la terre, et un conflit moral, et avec Esav, l'Occident, un conflit sur le ciel, c'est-à-dire qui est Israël, qui est le fils aîné de Dieu. Et résultat des courses, puisque je suis obligé de parler de ce cas, c'est que quel est le problème de Esav, de l'Occident? C'est exactement l'inverse de celui d'Ishmaël. Son problème, c'est la mère, c'est-à-dire la femme, parce que qui a trahi, qui a mis Esav dans la mouise? C'est Rivka. C'est pas Abraham, père d'Ishmaël, c'est Rivka, sa propre mère, qui a tout fait pour que Yaakov prenne la bracha et l'évince en quelque sorte. Et donc lui, dans la mentalité de l'Occident, le vrai problème, c'est que la femme, et pourquoi la femme devient la femme forte dans le féminisme européen, et la femme qui ressemble à l'homme, alors que par ailleurs, dans l'islam, on la met dans la burqa et on la bloque, et on l'interdit. On la soumet, mais dans l'Occident on a l'impression de la libérer par le fait de la demi-idée. C'est parce que le problème de l'Occident, c'est le problème de l'absence, du manque de la dmout, comme on dit, de la vision de la personnalité féminine. Et qu'est-ce que ça va donner? La religion de l'amour courtois, l'idéalisation de la femme, et l'encensement de la femme, c'est passé à toutes les époques, c'était l'amour courtois, après c'était l'amour fou des surréalistes avec Breton. Et puis c'est devenu maintenant la femme d'affaires. Mais c'est la même chose, c'est le même discours. Et donc, si vous voulez, on est dans une impasse totale, parce que comme dirait l'autre, dont on parlait tout à l'heure, Marchand, c'est que comme l'Occident ne lit l'islam qu'au travers de l'aspect religieux, et ne décrypte pas sur le fond, il y a un chassé-croisé, où, si vous voulez, il y a un rapport de soumission-séduction, entre ces deux monothéismes, et on est dans l'impasse. C'est vrai que c'est nous qui avons les clés de ce décryptage, d'abord théorique, mais avant qu'il s'inscrive dans la géopolitique, il faudra du temps. Parce que du côté de l'islam, on est verrouillé jusqu'au cataclysme, qu'on espère, on connaîtra pas. Mais quand vous lisez, c'est pour ça que ce livre de Boualem Sansal, il est extraordinaire et très, très dur. Très dur. Mais je vous recommande de lire. Merci. Comment ça se passe dans les pays musulmans non arabes? L'Afghanistan, le Pakistan, l'Iran. Est-ce que c'est le même islam? Il y a l'Iran, on a parlé de l'islam arabe. D'abord, dans un pays, ce qui compte, c'est justement, c'est pas seulement la religion, le texte, c'est l'ethnie. On disait la semaine dernière à propos de chiites et sunnites qu'en Iran, d'ailleurs pourquoi c'est un pays très dangereux, parce que de très haut niveau culturel, c'est que les chiites sont des indo-européens, non arabes.
Non. Pas un peuple arabe. Enfin, profil d'une nation qui n'est pas arabe. Alors, vous me posez la question, il faudrait que des spécialistes viennent nous répondre. Ce que je peux savoir, c'est que, évidemment, ce dont on parlait la semaine dernière à la fin de mon intervention, c'est que le Coran en Philippines et en Indonésie, c'est pas comme à Bagdad ou en Syrie. Alors, il y a quand même, si vous voulez, c'est-à-dire que c'est porté par une sociologie et une ethnologie locale différentes. Les peuples asiatiques sont à la fois non pas plus soumis, mais plus disciplinés, mais en même temps ont plus de compte à soi. Et donc il y a plus, si vous voulez, il y a la place de l'individu, la place de la réflexion personnelle est sans doute différente. Je ne suis pas assez spécialiste pour vous répondre, ma compétence a des limites, mais je me doute que dans des pays de l'islam asiatique, c'est pas du tout le même vécu, même si évidemment il y a un point commun. Pourquoi l'Algérie, pourquoi dans si vous voulez, l'Algérie est le point faible. D'ailleurs, vous avez lu la lettre qu'il avait envoyée au Figaro. Il a écrit, à l'occasion de son roman 84, il avait écrit en septembre 2015, qui a été publié dans le Figaro, une lettre terrible, une lettre ouverte aux amis français. Parce que l'Algérie, qui est en fait une partie douloureuse de l'histoire de France, c'est l'histoire contemporaine, le traumatisme, l'un des traumatismes de la société française, c'est pas seulement la collaboration Vichy, c'est la guerre d'Algérie. L'un s'emboîte à l'autre. D'ailleurs, pourquoi la France et l'Europe soutiennent à ce point les Palestiniens? C'est parce qu'il y a un rejet de culpabilité, on en a déjà parlé de ça, c'est qu'ils se déculpabilisent de leur culpabilité réelle au moment de la Shoah, en accusant les Juifs qui étaient les victimes de la Shoah d'être les bourreaux d'un peuple qui était un peuple qui a été martyrisé par les Français, le peuple algérien. Donc il y a tout un jeu d'ombre, comme on appelle ça, une catharsis, un rejet de culpabilité double qui s'opère sur le fait d'accuser les Israéliens d'être des nouveaux bourreaux, des nouveaux nazis vis-à-vis des pauvres victimes palestiniennes. Et les autres, ils ont très bien compris ça, les Palestiniens. Et alors regardez ce qu'il disait Boualem Sansal, juste pourquoi justement ça parle d'Algérie, si vous voulez, un peu de la même manière qu'il y a eu une guerre atroce en Espagne, c'est la guerre d'Espagne, une guerre qui a marqué l'entrée de l'Europe dans la barbarie fasciste et nazie. La guerre d'Algérie et ses suites, et ce qui se passe avec le fils, elle inaugure de l'entrée dans ces décennies qui sont la décennie de la barbarie islamique. Et lui, il est au cœur, il a saisi ça. Il dit comme ça, je vais vous lire toute la lettre. Ça, vous l'avez peut-être lu, je ne sais pas. Cher ami français, dans le Figaro, je voudrais vous donner quelques nouvelles de la guerre qui fait rage dans le monde et qui ici, en Algérie, est arrivée et chez vous, est arrivée jusqu'à vos fenêtres. J'en ai eu quelques échos. Les fenêtres de nos voisins ne vous concernent peut-être pas, mais quand même, quand un immeuble s'effondre dans le fracas, c'est tout le quartier qui est ébranlé. Je commence par mon pays, l'Algérie, je m'en excuse. J'y vis, ainsi que mes chers miens, pour vous dire que je suis très inquiet à son sujet. En venant vous rendre visite il y a 2 semaines, j'ai laissé, donc en France, j'ai laissé dans un état réellement épouvantable, disloqué et sentant la douleur et la mort mon propre pays. Ceux qui le gouvernent au nom de leur seul nom ne se rendent compte de rien. Ils font leurs affaires mollement, repus et distraits qu'ils sont. Donc cette élite coupée du peuple, c'est l'Algérie, repus et distraits qu'ils sont, se croyant encore dans le vieux cadre, celui de 1984, qu'ils avaient inauguré dans la liesse de l'indépendance, recouvré le bonheur de goûter sous peu de temps aux fruits fins de la rente pétrolière, alors que des fureurs s'annoncent de tous côtés. Je crois qu'en 84, il y a eu la nationalisation, il y a eu toutes sortes de trucs. C'est en prolongeant du pétrole. C'est en prolongeant cette vision effrayante que j'ai écrit mon dernier ouvrage de 1084. J'ai plongé dans un monde à venir que je vois, que j'imagine, soumis à une dictature religieuse rigoureuse qui s'étend sur tout l'Abystan, c'est-à-dire toute l'Algérie et autour. Elle aurait quelque chose à voir avec l'islamisme, mais celui-ci parvenu à son apogée. Là où le bien, le vrai et le juste n'épargnent personne, sauf 2 gentils hurluberlus, Ati et Koas, ces 2 garçons-là qui vont essayer de se poser des questions, les héros de cette histoire, qui se sont enhardis à croire qu'ils sauraient s'affranchir de ces choses, et pourtant ils mangent parfaitement halal, et en fait ils désirent rester en vie, et mieux passer de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire voir si le monde existe en dehors. Une limite mythique inventée par de pauvres fous décapités depuis longtemps, pour rejoindre un monde abstrait dont nos apprentis transfuges, c'est-à-dire les 2 héros, ne savaient rien sinon qu'il était voué au doute, au clinquant et à la dépravation, et qu'il serait malgré cela ou pour cela permis d'y vivre dans la liberté, l'égalité et la fraternité.
Revenons en Algérie, j'ai fini. Hein. Revenons en Algérie aujourd'hui. Après avoir détruit une partie du peuple durant l'ère intermédiaire de 1990, les hordes barbares, c'est-à-dire au moment du fils, des massacres, dans les villages, hein, même pas de gens qui, pas seulement parce qu'ils ne pratiquaient pas, mais des massacres délibérés pour faire peur, la terreur. Les hordes barbares s'apprêtent aujourd'hui à recommencer dans mon pays. Je ne suis pas sûrement le seul à les voir occuper les rues, remplir les mosquées, sillonner actuellement le pays de jour comme de nuit, reformer des hordes, organiser des réseaux, ouvrir des maquis, traverser et retraverser les frontières lourdement chargées. Pourquoi ferait-il cela si ce n'est pour préparer la nouvelle guerre sainte, le grand djihad des temps derniers? Mais c'est effrayant. Mais pour l'immédiat, le premier danger, c'est le président, alias Small Brother. C'est son clin d'œil. Mourant et fou comme il est, mais encore intelligent et plus retors et vindicatif que jamais, il a miné le pays à l'instar des nazis qui avaient miné Paris pour le faire sauter à leur départ. Le jour de son trépas, tout explosera. L'Algérie disparaîtra avec lui. C'est Bouteflika, n'est-ce pas? C'est son plan. Il ne veut pas la laisser ni aux généraux qui l'abordent, ni au peuple qu'il méprise, ni aux islamistes qu'il trouve peu assurés de leur démarche pour mériter de lui succéder. En vérité, seul le peuple est condamné, les gradés ont des pieds à terre confortables dans toutes les belles capitales du monde, et les islamistes ont des camps partout où brille le soleil d'Allah. L'avantage de la guerre sainte est qu'on peut la faire partout, alors que l'argent sale ne s'héberge que dans les paradis fiscaux. Et il conclut en disant « J'espère qu'à ma prochaine venue en France, je n'aurai pas à vous annoncer la fin de mon pays, l'Algérie. Rendez-vous compte qu'en s'effondrant, ce pays immense entraînera tout le Maghreb, tout le Sahel, au fond de l'abîme, et le tsunami qui suivra arrivera jusqu'à la Manche. » C'était avant Londres. Aurez-vous seulement le temps, mes amis français, de vous mettre à l'abri sur les montagnes? Je vous le dis franchement, je crains pour vous. Vous me semblez si peu préparés, pour ne pas dire indolents. Je ne sais trop non plus si vous vous rendez compte que vos gouvernants, qui sont d'une pusillanimité indescriptible, vous poussent carrément dans le cauchemar. Ouais. Wow. C'est un arabe ou un berbère? Non, il vit à Boumerda, c'est pas un berbère. Bon, il est laïque, etc. Mais il vit dans un endroit, bon, je ne sais pas connaître l'Algérie, moi je suis dans l'Algérie, mais je ne connais plus la géographie. Mais c'est, comme dirait l'autre, comment dirais-je, la forme et le fond, il vit dans un lieu, je vais vous le lire comme ça. C'est Gallimard qui dit ça. Mon Boualem Sansal s'est imposé comme une des voix majeures de la littérature contemporaine, au fil d'un récit débridé, plein d'innocence goguenarde, d'inventions cocasses, pas très cocasses ou inquiétantes. Il s'inscrit dans la filiation d'Orwell pour brocarder les dérives et l'hypocrisie du radicalisme religieux qui menace les démocraties. Pas de l'islam, hein, Gallimard, on ne dit pas. Et il dit comme ça, né en 1949, Boualem Sansal vit à un village du nom de Boumerdès, près d'Alger. Son œuvre a été récompensée, etc. Bon, en arabe, Boumerdès, c'est la boue et c'est aussi le... Mais c'est-à-dire, il est dedans et il nous parle du dedans. C'est quand même fort. Alors je vous recommande cette lecture. À bientôt.